Polly Chalmers avait payé le cercueil gris tout simple, dans lequel reposait Nettie. Alan lui avait proposé de partager la dépense, mais elle lui avait opposé un de ses refus nets et sans réplique qu'il avait fini par comprendre et respecter. La bière sur son support en acier attendait à côté de l'endroit où les membres de la famille Cobb étaient enterrés, au cimetière Homeland. Un tapis de gazon artificiel d'un vert éclatant brillait fiévreusement sous le soleil, sur un monticule voisin. Cette herbe factice ne manquait jamais de faire frissonner Alan. Elle avait quelque chose d'obscène, de hideux. Il détestait cela davantage encore que l'habitude des thanatopracteurs de farder les morts et de les habiller de leurs vêtements les plus chics, comme s'ils allaient partir pour quelque importante réunion d'affaires à Boston, et non pas pour un long voyage immobile vers la décomposition, parmi les racines et les vers. Polly avait demandé au révérend Tom Killingworth, le pasteur méthodiste qui assurait le service religieux 2 fois par semaine à Juniper Hill, et avait bien connu Nettie, de diriger la cérémonie. Son homélie fut brève mais chaleureuse, pleine d'allusions à la Nettie Cobb dont il se souvenait. Une femme qui avait courageusement remonté la pente pour se sortir des ténèbres de la folie. Une femme qui avait pris la décision difficile d'essayer d'affronter une deuxième fois un monde qui l'avait si gravement blessé la première. « Lorsque j'étais petit, rappela Tom Killingworth, ma mère avait dans sa lingerie une plaque qui portait cet aphorisme. Puissiez-vous arriver au paradis une demi-heure avant que le diable ne sache que vous êtes mort. Nettie Cobb a eu une vie dure, une vie triste à bien des points de vue. Mais en dépit de cela, je suis convaincu que le diable et elle n'ont pas grand-chose en commun. En dépit de sa mort, terrible et prématurée, je crois, en mon cœur, que c'est au ciel qu'elle est allée, et que le diable n'en a même pas encore entendu parler. » Killingworth procéda alors à la bénédiction traditionnelle. « Prions, mes frères. » Depuis l'autre côté de la colline, où l'on enterrait au même moment Wilma Jerzik, leur parvinrent de nombreuses voix qui s'élevaient et se taisaient en réponse au père John Brigham. Là-bas, les voitures s'alignaient de la tombe jusqu'au portail est du cimetière. Les gens étaient venus pour Pete Jerzik, le vivant, non pour sa défunte femme. Mais à côté du cercueil de Nettie, on ne comptait que 5 personnes, en dehors du pasteur. Polly, Alan, Rosalie Drake, le vieux Lenny Patbridge, qui assistait par principe à tous les enterrements, sauf lorsque c'était un soldat des armées papistes que l'on conduisait à sa dernière demeure, et Norris Ridgwick. Ce dernier était pâle et paraissait distrait. « Les poissons n'ont pas dû mordre, » pensa Alan. « Puisse le Seigneur vous bénir et vous faire garder le souvenir de Nettie Cobb frais et vivant dans vos cœurs, » dit Killingworth. Polly se mit à pleurer. Alan passa un bras sur ses épaules et elle se serra contre lui avec gratitude, lui prenant une main qu'elle étreignit vigoureusement. « Puisse le Seigneur tourner son visage vers vous. Puisse-t-il faire pleuvoir les grâces sur vous. Puisse-t-il réjouir vos âmes et vous donner la paix. Amen. » Il faisait encore plus chaud que le jour de Colomb, et lorsqu'Alan releva la tête, il fut aveuglé par les reflets du soleil sur le cadre d'acier qui soutenait la bière. De sa main libre, il s'essuya le front. Il était couvert d'une transpiration tout estivale. Polly fouilla dans son sac et y prit un Kleenex propre dont elle se tamponna les yeux. « Ça va bien, ma chérie ?» demanda le policier. « Oui, mais il fallait que je la pleure, Alan. Pauvre Nettie. Pauvre Nettie. Mais pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi ?» Les sanglots la secouèrent à nouveau. Alan, qui se posait exactement la même question, la prit dans ses bras. Par-dessus son épaule, il aperçut Norris qui se dirigeait vers les véhicules du cortège de Nettie. Il avait l'air d'un homme qui ne sait pas très bien où il va, ou qui serait mal réveillé. Alan fronça les sourcils. Puis Rosalie Drake s'approcha de Norris, lui dit quelque chose, et l'adjoint l'embrassa. Il la connaissait, c'est tout, pensa Alan. Et il est triste. C'est fou la quantité d'ombres qui te font sursauter depuis quelques jours, mon vieux. Peut-être la bonne question serait... Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Puis Killingworth les rejoignit,
et Polly quitta Alan pour le remercier, reprenant son calme. Le pasteur eut un geste vers elle, et sous le regard stupéfait d'Alan, elle se laissa engloutir les mains dans celles énormes de Killingworth. Il ne se souvenait pas de Polly tendant la main à quelqu'un avec autant d'aisance et de décontraction. Elle ne va pas seulement un peu mieux, mais beaucoup mieux. Diable, qu'est-ce qui a bien pu se produire? De l'autre côté de la colline, le père John Brigham, de sa voix nasale assez désagréable, proclama « Que la paix soit avec vous, et avec vous !» répondit en chœur l'assistance. Alan regarda le cercueil posé à côté du hideux tapis de gazon artificiel et pensa « Que la paix soit avec vous, Nettie. Qu'elle soit enfin avec vous. » Pendant que se déroulait le double enterrement, Eddie Warburton, au volant de sa voiture, pas la voiture neuve que ce salopard de Sunoco lui avait massacrée, mais un vulgaire moyen de transport, allait se garer devant la maison de Polly. Il en sortit et regarda attentivement dans les deux directions. Tout paraissait aller très bien. La rue somnolait, dans la chaleur de ce qui aurait pu être une journée du début du mois d'août. Eddie remonta l'allée d'un pas vif, en tirant une enveloppe d'allure officielle de sa poche. M. Gaunt l'avait appelé 10 minutes auparavant seulement, pour lui dire qu'il était temps de finir de payer son médaillon, et il avait obtempéré, bien entendu. Quand quelqu'un du genre de M. Gaunt dit grenouille, on saute. Eddie escalada les 3 marches du porche. Une légère brise agita le carillon de bambou au-dessus de la porte, le faisant doucement teinter. C'était le son le plus civilisé que l'on pût imaginer, mais Eddie n'en sursauta pas moins légèrement. Il jeta un nouveau coup d'œil autour de lui, ne vit personne, puis regarda une dernière fois l'enveloppe. Elle était adressée à Madame Patricia Chalmers, un rien snob. Eddie n'avait aucune idée que le prénom de Polly était en réalité Patricia, et de toute façon il s'en fichait. Son boulot consistait à faire cette petite blague et à prendre le large. Il laissa tomber la lettre dans la fente. Une lettre d'affaires avec l'adresse du destinataire apparaissant dans une fenêtre, juste au-dessous de l'affranchissement automatique. En haut à gauche figurait celle de l'expéditeur. Sécurité sociale de San Francisco, département de l'aide à l'enfance, 666 Gary Street, San Francisco, Californie, 94 112. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Alan, en raccompagnant Polly jusqu'à son break. Il avait espéré au moins échanger quelques mots avec Norris, mais ce dernier s'éloignait déjà dans sa coccinelle. Sans doute retournait-il au lac sortir quelques poissons avant le coucher du soleil. Polly le regarda, les yeux rouges, encore un peu pâle, mais avec un début de sourire. « Quoi, qu'est-ce qui se passe ?»« Tes mains. Comment se fait-il qu'elles aillent aussi bien, c'est de la magie ?»« Oui, » répondit-elle en les tendant devant elle, doigts écartés afin qu'il pût bien les voir. « De la magie, c'est le mot. » Son sourire devenait un peu plus naturel. Elle avait toujours les doigts tordus, les articulations déformées, mais le gonflement qui les paralysait encore vendredi soir avait presque complètement disparu. « Allez, ma petite dame, avouez tout. »« Je ne sais pas si je dois t'en parler. À la vérité, ça me gêne un peu. » Ils s'arrêtèrent pour saluer de la main Rosalie, qui s'éloignait dans sa vieille Toyota bleue. « Allez, cesse de faire des manières. »« Eh bien, je crois qu'en fin de compte, il suffisait de rencontrer le bon médecin. » Les couleurs revenaient lentement à ses joues. « Qui ça ?»« Le docteur Gaunt, » dit-elle avec un petit rire nerveux. « Le docteur Leland Gaunt. »« Gaunt ?» Il la regarda surpris. « Mais quel rapport avec tes mains ?»« Conduis-moi jusqu'à sa boutique et je t'expliquerai en chemin. » 5 minutes plus tard, d'après Alan, l'un des grands agréments de Castle Rock, on n'était jamais à plus de 5 minutes de n'importe quel endroit. Il se glissait dans l'un des emplacements en épi devant le bazar des rêves. Dans la vitrine était accroché un panneau qu'il avait déjà vu. « Mardi et jeudi, seulement sur rendez-vous. » Il lui vint soudain à l'esprit, pour la première fois, que recevoir seulement sur rendez-vous était tout de même une curieuse façon de faire des affaires pour une boutique située dans une petite ville. « Alan ?» dit Polly d'un ton hésitant. « Tu as l'air furieux. »« Je ne suis pas furieux. Pour quelle raison devrais-je l'être, bon sang ? La vérité, c'est que je ne sais pas comment je me sens. J'ai l'impression... » Il émit un rire bref, secoua la tête et recommença. « Je crois que je suis stupéfait, comme aurait dit Todd. »
Un remède de charlatan? Ça ne te ressemble pas, Polly. Elle serra immédiatement les lèvres, et on lisait un avertissement dans son regard quand elle se tourna vers lui. Je n'ai pas parlé de charlatan. Les charlatans, c'est bon pour les amateurs de moulins à prière et de bagues magiques. Si quelque chose marche, charlatan n'est pas le terme à employer, Alan. Corrige-moi si je me trompe. Il ouvrit la bouche sans très bien savoir ce qu'il allait répondre, mais elle fut plus rapide que lui. Regarde ça! Elle tendit les mains dans la lumière qui entrait à flot par le pare-brise, puis les ouvrit et les referma plusieurs fois sans effort. Bon, très bien. Ce n'est pas le mot. Ce que je... En effet, pas le mot du tout. Je suis désolé. Elle se tourna complètement pour lui faire face, assise à la place où il avait si souvent vu Annie, dans ce qui avait été la voiture familiale des Pangborn. Pourquoi ne m'en suis-je pas encore débarrassé? Se demanda Alan. Est-ce que je suis cinglé? Polly posa doucement la main sur celle d'Alan. Je commence à trouver ça vraiment désagréable. On ne se dispute jamais, et je ne vais pas commencer maintenant. Je viens d'enterrer une personne qui m'était chère, et ce n'est certainement pas le moment de me bagarrer avec mon compagnon. Un sourire vint lentement éclairer le visage d'Alan. C'est ce que je suis pour toi? Ton compagnon? Eh bien, tu es mon ami. C'est tout moins ce que je peux dire, non? Il la prit dans ses bras, un peu étonné d'avoir frôlé la dispute d'aussi près. Et pas parce qu'elle se sentait plus mal, parce qu'elle se sentait mieux. Tu peux dire tout ce que tu veux, ma chérie. Je t'aime bougrement. Et on ne va pas se quereller, pour rien au monde. Il acquiesça solennellement. Pour rien au monde. Parce que moi aussi je t'aime, Alan. Il déposa un baiser sur sa joue et la lâcha. Voyons un peu cet encas qu'il t'a donné. Pas un encas, mais un asca. Et il ne me l'a pas donné. Il me l'a prêté pour que je fasse un essai. C'est pour ça que je suis ici. Pour l'acheter. J'espère seulement qu'il ne va pas me demander la lune. Alan regarda le panneau dans la vitrine et le store baissé sur la porte. J'ai bien peur que ce soit précisément ce qu'ils veulent, ma chérie, pensa-t-il. Cette histoire ne lui plaisait pas du tout. Il avait eu de la difficulté à détacher les yeux des mains de Polly pendant les funérailles, et il avait observé qu'il manipulait sans effort le fermoir de son sac, plongeait dedans pour y prendre un Kleenex, puis le refermait du bout des doigts, au lieu de manipuler le sac de façon à pouvoir engager le fermoir avec les pouces. D'ordinaire, il lui faisait beaucoup moins mal que les autres doigts. Il savait que les mains de Polly allaient mieux, mais cette histoire de charme magique, car s'il s'agissait d'appeler les choses par leur nom, c'était bien de cela qu'il s'agissait, le rendait extrêmement nerveux. Ça puait l'arnaque. Mardi et jeudi, seulement sur rendez-vous. Non. En dehors de chez Maurice, le restaurant chic, il n'avait jamais vu dans le Maine un commerce avec des journées réservées pour les rendez-vous. Et 9 fois sur 10, on pouvait débarquer sans avertir chez Maurice et avoir une table, sauf en été, lorsque pullulaient les touristes. Seulement sur rendez-vous. Malgré cela, il avait observé, du coin de l'œil au moins, que des gens étaient entrés au bazar des rêves pendant toute la semaine. Pas à la douzaine peut-être, mais il était clair que la manière de procéder de M. Gaunt ne lui portait pas tort. Bizarre ou non. Ses clients se présentaient parfois en petits groupes, mais paraissaient bien plus souvent venir seuls. C'est du moins l'impression qu'en gardait Alan en repensant à la semaine dernière. N'était-ce pas justement la manière d'opérer des escrocs? Ils vous séparent du troupeau, vous mettent à l'aise, et vous expliquent comment acheter la Statue de la Liberté à un prix vraiment exceptionnel. Alan? De l'index, elle lui tapota légèrement le front. Tu es bien là, Alan? Son regard s'accommoda sur elle, et il sourit. Oui, bien sûr, Polly. Pour l'enterrement, elle avait mis un jumper bleu marine. Un ruban assorti fermait le col de son chemisier blanc. Pendant qu'Alan réfléchissait, elle avait enlevé le ruban et défait avec dextérité les 2 premiers boutons de son corsage. Encore un autre, dit-il avec une expression concupiscente. La naissance des seins. Je veux voir la naissance des seins. Arrête. Elle souriait mais avait parlé d'un ton ferme. On est au milieu de Main Street, à 2h30 de l'après-midi. Et on vient d'assister à des funérailles au cas où tu l'aurais oublié. Il sursauta. Il est si tard que ça? Si pour toi c'est tard, oui. Elle tapota son poignet. Tu devrais consulter plus souvent le petit appareil attaché là. Il obéit et constata qu'il était plus près de 3h moins 20 que de 2h30. Le lycée ouvrait ses portes à 3h. S'il voulait s'y trouver lorsque Brian Rusk en sortirait, il n'avait pas une minute à perdre. « Montre-moi ce bidule, dit-il. Elle prit la délicate chaîne d'argent
et fit apparaître le petit objet qui pendait au bout. Elle le tint dans sa paume, mais referma les doigts dessus lorsqu'Alan voulut le toucher. Je ne sais pas si tu peux. » Elle souriait, mais le geste l'avait manifestement mise mal à l'aise. « Ça pourrait ficher les vibrations en l'air, quelque chose comme ça. »« Allons, voyons, Polly, dit-il ennuyé. Écoute, mettons les choses bien au point, d'accord ?» La colère était revenue dans sa voix. Elle essayait de la contrôler, mais elle était bien présente. « C'est facile pour toi de prendre ça à la légère. Ce n'est pas chez toi qu'on a été obligé d'installer des téléphones avec des touches géantes. Ce n'est pas toi qui dois te bourrer de percodanes. »« Hé, Polly, c'est... » Non, laisse tomber les « hé, Polly, veux-tu » Ses joues s'étaient brillamment colorées. Une partie de sa colère, penserait-elle plus tard, avait une origine très simple. Le dimanche précédent, elle avait ressenti exactement ce qu'Alan ressentait maintenant. Depuis, il s'était produit quelque chose qui avait changé sa façon de voir. Et il n'était pas facile d'aborder cette question. « Ce truc-là marche, Alan. Je sais que c'est insensé, mais ça marche. Dimanche dernier, lorsque Nettie est venue, je souffrais le martyre. J'avais sérieusement commencé à me dire que la seule solution à mon problème était une double amputation, peut-être. J'avais tellement mal que j'ai examiné cette idée avec un sentiment qui était presque de la surprise. Du genre « Oh oui, l'amputation, pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? C'est tellement évident !» En ce moment, c'est-à-dire 2 jours plus tard, je n'éprouve plus ce que le docteur Van Allen appelle des élancements fugitifs, et même cela semble diminuer. Je me souviens, il y a 1 an, d'avoir passé toute une semaine à manger du riz complet, parce qu'il y avait une chance que cela me fasse du bien. Est-ce tellement différent ? Sa colère s'était progressivement évaporée au fur et à mesure qu'elle parlait, et elle s'exprimait maintenant d'une manière presque suppliante. « Je ne sais pas, Polly. Je ne sais vraiment pas. » Elle avait de nouveau ouvert la main et tenait l'asca entre le pouce et l'index. Alan se pencha pour l'examiner de plus près, sans essayer de le prendre cette fois. Le petit objet d'argent n'était pas parfaitement rond. Sa partie inférieure était percée de trous minuscules, pas plus gros que les points sur les photos de presse. Il brillait doucement au soleil. Et tandis qu'il l'étudiait, un sentiment aussi puissant qu'irrationnel balaya le policier. Il n'aimait pas cet objet. Il ne l'aimait pas du tout. Il dut résister à l'impulsion, elle ne dura qu'un instant mais fut très forte, de l'arracher du cou de Polly et de le jeter par la fenêtre. « Ouais, bonne idée, mon vieux. Fais donc ça et numérote tes abattis. »« Parfois, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur, » dit Polly avec un sourire. « Comme un haricot sauteur mexicain. C'est idiot, non ?»« Je ne sais pas. » Il ne put s'empêcher d'éprouver un mauvais pressentiment en la regardant remettre l'objet sous son corsage. Mais une fois qu'il eut disparu à sa vue et que les doigts de Polly refermèrent les boutons de sa blouse, ce sentiment s'estompa. En revanche, il soupçonnait toujours autant le Landgaunt de vouloir escroquer la femme qu'il aimait. Et s'il ne se trompait pas, elle ne serait pas la seule. « As-tu pensé que cela pourrait provenir d'autre chose ?» Il s'avançait maintenant avec les précautions de quelqu'un qui franchit un torrent sur des pierres particulièrement glissantes. « Ce n'est pas ta première rémission. »« Comme si je ne le savais pas. » répondit-elle d'un ton impatient. « Ce sont mes mains, il me semble. » « Polly, je voulais seul... » « Je me doutais bien que tu réagirais de cette manière, Alan. Mais les faits sont très simples. Je sais à quoi ressemble une rémission d'arthrite, et je peux te dire que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. J'ai eu des moments, depuis 5 ou 6 ans, où je me sentais beaucoup mieux, mais jamais, jamais autant qu'en ce moment. C'est différent cette fois. C'est... » Elle se tut, réfléchit, puis des épaules et des mains fit un petit geste de frustration. « C'est comme si j'étais bien de nouveau. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes exactement ce que je veux dire, mais je ne vois pas comment exprimer les choses autrement. » Il acquiesça, sourcils froncés. Il croyait comprendre pourtant, mais surtout, il se rendait compte qu'elle parlait sérieusement. L'asca avait peut-être réveillé en elle quelques facultés assoupies de guérison. Était-ce possible, même si la maladie n'avait pas d'origine psychosomatique? Les Rosicruciens prétendent que ces choses-là arrivent tout le temps, tout comme les millions de gens qui ont acheté le livre de Ronebard sur la dianétique d'ailleurs. Lui-même n'en avait aucune idée. La seule chose qu'il pouvait dire était qu'il n'avait jamais entendu parler d'aveugles retrouvant la vue par la seule force de la pensée, ni de blessés arrêtant de saigner grâce à un effort de concentration. Il savait seulement ceci.
Quelque chose clochait dans cette affaire. Quelque chose puait aussi fort qu'un poisson mort qui vient de passer 3 jours au soleil. « Arrêtons la bagarre, » dit Polly. « Ça m'épuise d'essayer de ne pas me mettre en colère contre toi. Entre avec moi dans la boutique. Parle toi-même à Monsieur Gaunt. De toute façon, il est temps que tu le rencontres. Il pourra peut-être t'expliquer mieux que moi comment le charme agit, ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. » Il consulta de nouveau sa montre. 3 heures moins le quart. Un bref instant, il songea à accepter sa proposition, se réservant d'aller voir Brian Rusk plus tard. Cependant, coincer le gamin à la sortie de l'école, alors qu'il était loin de chez lui paraissait indispensable. Il en tirerait de meilleures réponses si sa mère n'était pas là à tourner comme une lionne protégeant son lionceau, à intervenir, voire à dire à son fils de ne pas répondre. Oui, on en revenait toujours là. Si jamais son fils avait quelque chose à cacher, ou si Madame Rusk soupçonnait seulement qu'il eût quelque chose à cacher, il serait difficile, sinon impossible, d'obtenir l'information qu'il cherchait. Il avait ici un escroc potentiel, mais avec Brian Rusk, c'était peut-être la clé d'un double meurtre qu'il détenait. « Je ne peux pas, ma chérie, dit-il. Plus tard, peut-être. Je dois aller jusqu'au lycée pour parler à quelqu'un, et je dois le faire tout de suite. » C'est à propos de Nettie ? Non, de Wilma Jerzik. Mais si mon intuition est juste, Nettie est aussi concernée. Si je trouve quelque chose, je t'en parlerai plus tard. En attendant, puis-je te demander un service ? Écoute, Alan, je l'achète. Ce ne sont pas tes mains. Oh, je savais que tu l'achèterais. Je veux simplement que tu le paies par chèque, c'est tout. Il n'a aucune raison de ne pas vouloir en accepter un. Tu es établi en ville et ta banque est juste de l'autre côté de la rue. Mais si quelque chose se met à clocher, tu auras 2 ou 3 jours pour arrêter le paiement. Je vois. Polly avait répondu calmement. Mais Alan se rendit compte, le cœur serré, qu'il avait finalement glissé sur l'une des pierres et venait de plonger tête la première dans les eaux tumultueuses. Tu penses que c'est un escroc, c'est ça ? Tu imagines déjà qu'il va prendre tout son argent à la pauvre petite femme crédule, replier sa tente et disparaître dans la nuit. Je l'ignore, répondit Alan sans s'énerver. Ce que je sais, c'est qu'il n'a ouvert boutique que depuis 1 semaine. Un chèque me paraît donc une précaution raisonnable à prendre. Oui, c'était raisonnable. Polly ne pouvait pas le nier. C'était précisément cette attitude raisonnable, rationnelle avec entêtement, devant ce qui lui semblait être une guérison miraculeuse, qui alimentait maintenant sa colère. Elle éprouvait presque le besoin de claquer des doigts sous son nez et de dire « Est-ce que tu vois ça, Alan ? Serais-tu aveugle ?» Le fait qu'Alan avait raison, que M. Gaunt n'aurait pas dû avoir le moindre problème à prendre un chèque s'il n'avait rien à se reprocher, tout cela ne faisait qu'ajouter à sa colère. « Fais attention, » lui murmura une voix. « Fais bien attention. Ne te presse pas et tourne 7 fois la langue dans ta bouche avant de parler. N'oublie pas que tu aimes cet homme. » « Très bien, » dit-elle, lèvres serrées, s'éloignant de lui sur le siège. « Merci de prendre autant à cœur mes intérêts, Alan. Il m'arrive parfois d'oublier à quel point j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de moi. Je lui ferai un chèque. » Polly. « Non, Alan, plus un mot là-dessus. Je ne supporterai pas d'être plus longtemps en colère contre toi aujourd'hui. » Elle ouvrit la porte et descendit en un seul mouvement coulé. La jupe de son jumper remonta et révéla un instant une cuisse tentante. Il voulut la rattraper, lui parler, la calmer, lui expliquer qu'il n'avait fait état de ses doutes que parce qu'il s'inquiétait pour elle, puis il regarda encore une fois sa montre, -9. Même en fonçant, il risquait de rater le petit Rusk. « Je te parlerai ce soir, » lança-t-il par la vitre baissée. « C'est ça, ce soir. » Elle se dirigea directement vers la porte sous le vent, sans se tourner. Avant d'avoir eu le temps de faire marche arrière, Alan entendit le tintement d'une petite cloche d'argent. « Madame Chalmers !» s'écria joyeusement M. Gaunt. Il apposa une nouvelle petite marque sur sa liste, à côté de la caisse. Il ne restait plus guère de nom à cocher. Celui de Polly était l'avant-dernier. « S'il vous plaît, Polly, » dit-elle. « Veuillez m'excuser. » Son sourire s'élargit. « Polly !» Elle dut se forcer un peu pour lui rendre son sourire. Depuis qu'elle était entrée dans le magasin, elle éprouvait un cuisant chagrin de la manière aigre dont ils s'étaient séparés.
Elle se sentit sur le point d'éclater en sanglots. « Madame Chalmers, Polly, quelque chose qui ne va pas ?» demanda Gaunt en faisant le tour de son comptoir. « Je vous trouve un peu pâle. » Son visage exprimait l'inquiétude la plus sincère. « Voilà l'homme qu'Alan soupçonne d'être un escroc, pensa-t-elle. S'il pouvait seulement le voir en ce moment. C'est le soleil, je crois, dit-elle d'une voix mal assurée. Il fait tellement chaud dehors. Mais frais ici, observa-t-il d'un ton apaisant. Venez donc vous asseoir, Polly. Il la conduisit, sans toutefois la toucher. Sa main resta suspendue à quelques centimètres du dos de la jeune femme, jusqu'à l'un des fauteuils de velours. Elle s'installa, gardant les genoux serrés. « Il se trouve que je regardais dehors par la vitrine, » reprit-il en s'asseyant dans le fauteuil voisin. Il croisa les mains sur ses cuisses. « J'ai eu l'impression que vous aviez une discussion un peu vive avec le shérif Pangborn. »« Ce n'est rien. » Mais une grosse larme déborda de son œil et roula sur sa joue. « Bien au contraire, c'est très important. » Elle le regarda, surprise, et les yeux noisettes de Gaunt s'emparèrent des siens. « Au fait, était-il noisette la dernière fois ?» Elle ne s'en souvenait plus. Elle n'en était plus sûre. Tout ce qu'elle savait, c'est que tandis qu'elle y plongeait les siens, tous les malheurs de la journée, l'enterrement de la pauvre Nettie, puis cette dispute stupide avec Alan, commençaient à s'estomper. « Important ? Très important ? » « Je pense que tout va aller pour le mieux, Polly. Si vous me faites confiance. Me faites-vous confiance ?» Oui. Quelque chose tout au fond d'elle-même lui cria faiblement un avertissement désespéré. « Je vous fais confiance. Peu importe ce que dit Alan, je vous fais entièrement confiance. » « C'est parfait !» Gaunt prit la main de Polly dans la sienne. Elle ne put réprimer une grimace de dégoût. Mais elle se détendit rapidement et retrouva son expression vide et rêveuse. « C'est absolument parfait !» Votre ami le shérif n'aurait pas dû s'inquiéter, vous savez. Un chèque fait aussi bien l'affaire que de l'or pour moi. Alan se rendit compte qu'il allait arriver en retard s'il ne mettait pas le gyrophare sur le toit. Ce qu'il ne voulait justement pas faire. Il ne fallait pas que Brian voie une voiture de police, mais un break légèrement décati, du même genre que celui que possédait sans doute son père. Au lieu de foncer jusqu'à l'école, il se gara donc à une intersection de Main Street, par laquelle Brian devait logiquement passer. Restait à espérer que la logique soit respectée aujourd'hui. Il descendit de voiture, s'adossa à la carrosserie et se mit à la recherche d'un chewing-gum. Il entendit sonner, immatériels et lointains, les 3 coups de 15 heures à l'horloge de l'école, au moment où il défaisait le papier de celui qu'il avait trouvé au fond d'une poche. Il décida qu'il devait absolument avoir un entretien avec M. Leland Gaunt, d'Akron, Ohio, dès qu'il en aurait terminé avec le jeune Brian Rusk. Rendez-vous ou pas. Tout cela pour changer immédiatement d'avis. Il faudrait tout d'abord appeler le bureau du procureur général à Augusta, pour vérifier si Gaunt ne figurait pas sur les listes des condamnations pour escroquerie. Si ça ne donnait rien, il pouvait toujours envoyer le nom à l'ordinateur Laws R&I à Washington. Un système qui, de l'avis d'Alan, était l'une des rares bonnes choses qu'avait laissé l'administration Nixon. Les premiers enfants arrivaient, avec des cris, des rires et des gambades. Soudain, il lui vint une idée à l'esprit. Il ouvrit la portière et se pencha pour fouiller dans la boîte à gants. La fausse boîte de cacahuètes de Todd tomba au sol. Il était sur le point d'abandonner lorsqu'il trouva ce qu'il voulait. Une petite enveloppe de carton sur laquelle une étiquette proclamait « Le tour de la fleur magique, Blackstone Magic Co. 19 Green Street, Patterson, N.J. » Alan en retira un rectangle encore plus petit, un bloc épais de papier crépon multicolore, qu'il glissa sous le bracelet de sa montre. Tous les prestidigitateurs ont ainsi des cachettes sur eux, et dans leurs vêtements, chacun ayant son endroit favori. Celui d'Alan se trouvait sous le bracelet de sa montre. Le célèbre tour de la fleur magique en place, Alan se remit à surveiller la rue. Il aperçut un garçon sur une bicyclette, zigzagant au milieu de groupes de piétons hauts comme 3 pommes, et fut sur le champ en alerte. Puis il reconnut l'un des jumeaux Hanlon, et retrouva son calme. « Ralentis ou je te colle une contredanse !» lança Alan, lorsque le jeune cycliste passa en trombe.
Jay Hanlon le regarda surpris et faillit se jeter sur un arbre. Il repartit à une vitesse beaucoup plus raisonnable. Alan le suivit un moment des yeux, amusé, puis se tourna dans la direction de l'école et reprit son attente. Sally Radcliffe quitta sa petite salle de classe pour gagner le rez-de-chaussée de l'établissement 5 minutes après la cloche de 3 heures. Elle traversa le hall, où le vide se faisait rapidement comme toujours par beau temps, pour rejoindre les bureaux. Dehors, avec des cris d'oiseaux, les gosses se précipitaient sur les pelouses vers les bus 2 et 3, dont les moteurs tournaient au ralenti. Les talons plats de Sally claquaient sur le sol. Elle tenait à la main une enveloppe de papier bulle. Le nom du destinataire, Frank Jewett, se dissimulait contre la forme à la courbe délicate de son sein. Elle fit halte à hauteur de la salle 6, à une porte de sa destination, et regarda à travers la vitre renforcée. À l'intérieur, Frank Jewett s'adressait à la demi-douzaine de professeurs qui devaient jouer le rôle d'entraîneur pendant la saison de sport. C'était un petit homme replet, qui, depuis toujours, lui faisait penser au personnage de Mr. Witherby, héros de la bande dessinée Archie. Comme Mr. Witherby, ses lunettes ne cessaient de lui glisser sur le nez. À sa droite était assise Alice Tanner, secrétaire de l'école, qui prenait apparemment des notes. Monsieur Jewett aperçut Sally qui regardait par la fenêtre et lui adressa un petit sourire affecté dont il était coutumier. Elle le salua de la main et se força à lui rendre son sourire. Elle se rappela qu'il n'y avait pas si longtemps, elle souriait spontanément. Prier et sourire, dans l'ordre, étaient pour elle les choses les plus naturelles au monde. Une partie des autres professeurs suivit le regard de leur intrépide leader, imité par Alice Tanner. Alice agita timidement les doigts en direction de Sally, avec un sourire sucré à la saccharine. « Ils sont au courant !» pensa-t-elle. « Tout le monde sait maintenant que Lester et moi c'est fini. Irène a été si gentille hier soir, si sympathique. Il lui tardait tellement de raconter tout ça. La sale garce !» Sally rendit son petit salut à Alice, sentant son sourire, tout aussi timide et en plus complètement contraint, lui étirer les lèvres. « Fais-toi donc écraser par une benne à ordures en rentrant chez toi, espèce de radasse !» pensa-t-elle en repartant dans le claquement sec de ses talons bas. Lorsque M. Gaunt l'avait appelée pendant son temps libre pour lui demander de finir de payer le merveilleux éclat de bois, elle avait réagi avec enthousiasme et une sorte d'amère satisfaction. Elle sentait bien que la « petite plaisanterie » qu'elle avait promis de jouer à M. Jewett était un sale tour, et ça lui convenait très bien. Elle se sentait d'humeur à faire des sales tours. Elle posa la main sur la poignée de la porte et s'immobilisa. « Voyons, qu'est-ce qui t'arrive ?» se demanda-t-elle soudain. « Tu possèdes le fragment, ce merveilleux fragment sacré, qui te procure une vision sanctifiée. Ne devrais-tu pas te sentir grandi, plus calme, davantage en contact avec Dieu Tout-Puissant ? Tu ne te sens ni plus calme, ni plus proche de qui que ce soit. Tu te sens comme quelqu'un qui aurait la tête pleine de fils de fer barbelés. Oui, mais ce n'est pas ma faute, ni celle du fragment, marmonna-t-elle. C'est celle de Lester, Monsieur Lester Pratt et son gros machin. Une fillette courte sur pattes et portant lunettes et appareil dentaire détourna son attention de la fiche qu'elle consultait et lui jeta un regard curieux. « Qu'est-ce que tu regardes, Irvina ?» demanda Sally. La fillette cligna des yeux. « Rien de spécial, Miss Radcliffe. »« Alors va regarder ailleurs !» aboya-t-elle mauvaise. « L'école est finie, figure-toi !» Irvina partit rapidement en direction du hall, lui jetant un ou deux regards déconfits par-dessus l'épaule. Sally entra. Elle avait trouvé l'enveloppe là où M. Gaunt lui avait dit qu'elle serait, derrière les poubelles de la cafétéria. Elle avait écrit elle-même le nom de M. Jewett dessus. Elle jeta un rapide coup d'œil dans le corridor pour s'assurer qu'Alice Tanner ne l'avait pas suivie, puis passa dans une deuxième pièce et alla rapidement poser l'enveloppe sur le bureau de Frank Jewett. Restait la deuxième chose. Elle ouvrit le tiroir du haut, prit une paire de lourds ciseaux, se pencha et essaya d'ouvrir celui du bas. Il était fermé. M. Gaunt lui avait dit que ce serait probablement le cas. Sally regardait dans le bureau qui donnait directement sur le corridor. Il était toujours vide. La porte était toujours fermée. Bon, parfait. Elle enfonça la pointe des ciseaux dans l'interstice au-dessus du tiroir et fit un mouvement de levier. Le bois se fendit et Sally sentit la pointe de ses seins qui, curieusement et agréablement, se durcissait. Au fond, c'était amusant. Ça fichait la frousse, mais c'était amusant. Elle enfonça la pointe des ciseaux plus avant la deuxième fois,
et força de nouveau. La serrure lâcha et le tiroir roula sur ses rails, révélant son contenu. Sally en resta bouche bée. Puis elle commença à pouffer, des sons haletants et étouffés qui paraissaient plus proches de sanglots que de rires. « Oh, oh, monsieur Jewett, vous êtes vraiment un vilain garçon !» Une pile de magazines de petit format se trouvait dans le tiroir, et vilain garçon était en fait celui qui étalait son titre sur le dessus. L'image floue de la couverture montrait un garçon d'environ 9 ans, habillé en tout et pour tout d'une casquette de motocycliste des années 50. Sally se mit à sortir les revues du tiroir. Il y en avait au moins une douzaine, avec toutes des titres plus racoleurs les unes que les autres. Elle regarda le contenu de l'une d'elles et eut du mal à en croire ses yeux. Mais d'où pouvaient donc venir de tels torchons ? Certainement pas du marchand de journaux, même pas de la rangée tout en haut du présentoir, celle que présentait la mention interdite aux mineurs de moins de 18 ans. Une voix qu'elle connaissait bien s'éleva soudain dans sa tête. « Dépêche-toi, Sally! La réunion est presque terminée, et tu n'as pas envie d'être surprise ici, n'est-ce pas ?» Puis il y eut une autre voix, une voix de femme sur laquelle Sally aurait presque pu mettre un nom. Une voix qui rappelait ces conversations lointaines que l'on entend parfois en fond sonore lorsqu'on téléphone. « Me paraît plus que correct, absolument divin. » Sally fit taire la voix et procéda comme Gaunt le lui avait ordonné. Elle éparpilla les revues dans toute la pièce. Puis elle rangea les ciseaux et quitta rapidement le bureau privé de Jewett. Elle regarda ensuite discrètement par la porte qui donnait sur le couloir. Personne. Mais les voix venant de la salle 6 étaient plus fortes, et on entendait des rires. Ils étaient sur le point de se séparer après une réunion inhabituellement courte. « Grâce en soit rendue à monsieur Gaunt, » pensa-t-elle en se glissant dans le corridor. Elle avait presque atteint les portes extérieures lorsqu'elle les entendit qui quittaient la salle 6. Sally ne se retourna pas. Elle se rendit compte qu'elle n'avait pas pensé à monsieur Lester Gros-Machin-Pratt depuis plus de 5 minutes, ce qui était parfait. Elle envisagea de rentrer chez elle, de se faire couler un bon bain en branchant l'appareil à bulles et d'y rester au moins 2 heures, le merveilleux éclat de bois à la main, à ne pas penser à monsieur Lester Gros-Machin-Pratt. Quel agréable changement. Oui, vraiment, oui. Qu'as-tu été fabriqué là-dedans? Qu'y avait-il dans cette enveloppe? Qui l'a déposée derrière les poubelles de la cafétéria? Quand? Et surtout, dans quoi t'es-tu lancé, Sally? Elle s'immobilisa un instant, sentant des gouttelettes de sueur sourdre à son front et à ses tempes. Ses yeux s'agrandirent et prirent fugitivement une expression effarouchée d'oiseau piégé. Puis cela passa, et elle repartit. Elle portait un pantalon dont l'agréable frottement lui faisait penser à leurs fréquentes séances de plotage, à Lester et elle. « Ce que j'ai fait, je m'en fiche. J'espère même que c'est quelque chose de vraiment dégueulasse. C'est exactement ce qu'il mérite, ce type qui joue les bons apôtres et qui garde des revues dégoûtantes dans ses tiroirs. J'espère qu'il va s'étouffer de honte en entrant dans son bureau. Oui, j'espère qu'il va s'étouffer, ce con, » murmura-t-elle. C'était la première fois de sa vie qu'elle prononçait ce gros mot à voix haute. Elle sentit de nouveau le bout de ses seins se durcir et la picoter. Elle se mit à marcher plus vite, songeant vaguement à quelque chose d'autre qu'elle pourrait faire dans le bain chaud. Il lui sembla soudain qu'elle avait certains besoins personnels à satisfaire. Comment? Elle n'en était pas tout à fait sûre, mais se doutait qu'elle trouverait bien. Ne dit-on pas que le Seigneur vient en aide à ceux qui s'aident eux-mêmes? « Trouvez-vous que c'est un prix correct ?» demanda Gaunt à Polly. Polly ouvrit la bouche pour répondre, mais ne dit rien. Gaunt avait l'air de quelqu'un qui, soudain, se met à penser à autre chose. Ses yeux étaient perdus dans l'espace, et il bougeait silencieusement les lèvres comme s'il priait. « Monsieur Gaunt ?» Il sursauta légèrement. Son regard revint se poser sur elle, et il sourit. « Veuillez m'excuser, Polly. Il m'arrive de battre un peu la campagne de temps en temps. » « Le prix me paraît plus que correct. Il est absolument divin. » Elle prit son carnet de chèques et commença à en remplir un. À chaque fois qu'elle se demandait ce qui se passait exactement ici, elle sentait les yeux de M. Gaunt qui requéraient les siens. Dès que leurs regards se croisaient, questions et doutes s'apaisaient. Elle lui tendit le chèque,
$46. Gaunt le plia avec soin et le glissa dans la poche de sa veste de sport. « N'oubliez pas de remplir le talon, dit-il. Votre ami fouineur voudra sans aucun doute le consulter. » « Il va venir vous voir, » répondit Polly en s'exécutant docilement. « Il vous prend pour un escroc. » Oui, il se fait beaucoup d'idées, et il a beaucoup de projets. Mais ces projets vont changer, et ces idées vont se disperser comme un brouillard que dissipe le vent. Croyez-moi. Vous n'allez pas lui faire de tort, au moins. Moi ? Vous me jugez vraiment bien mal, Patricia Chalmers. Je suis un pacifiste. L'un des plus grands pacifistes du monde. Je ne lèverai pas le petit doigt contre notre shérif. Je veux simplement dire qu'il aura fort à faire de l'autre côté du pont cet après-midi. Il ne le sait pas encore, c'est tout. Ah, Polly ? oui? Votre chèque ne constitue pas le règlement intégral de l'ASCA. Pas le... Non. Il tenait une enveloppe blanche à la main. D'où l'avait-il sorti ? Polly n'en avait pas la moindre idée. Mais elle n'y voyait rien à redire. Afin de finir de payer pour votre amulette, vous devez m'aider à jouer un petit tour à quelqu'un. À Alan? Elle fut soudain aussi inquiète qu'un lapin qui, au fond de sa forêt, sent les premières odeurs d'un feu par une chaude journée d'été. Vous voulez que je joue un tour à Alan? Certainement pas. Vous demandez de faire une blague à quelqu'un que vous connaissez, sans parler du fait que vous pensez l'aimer, serait en contradiction avec mon éthique, ma chère. Ah oui? Oui. N'empêche, vous devriez réfléchir sérieusement à vos relations avec le shérif, Polly. Vous risquez de vous apercevoir que cela se réduit à un choix relativement simple. Un petit désagrément passager qui vous en épargnerait de graves et de prolongés plus tard. En d'autres termes, ceux qui se marient à la hâte passent souvent le reste de leur vie à s'en repentir. Je ne vous comprends pas. Oui, je sais. Vous me comprendrez mieux, Polly, lorsque vous aurez vu votre courrier. Voyez-vous, je ne suis pas le seul dans les affaires de qui il a mis son nez fouineur. Mais pour le moment, voyons cette petite blague. Celui qui doit en être l'objet est un personnage que je viens d'employer récemment. Il s'appelle Merrill. Ace Merrill? Son sourire s'évanouit. Veuillez ne pas m'interrompre. Ne me coupez jamais ainsi la parole. Surtout si vous ne voulez pas que vos mains redeviennent comme des saucisses remplies de gaz délétère. Elle eut un mouvement de recul, le regard vague et rêveur. Je suis désolé. Très bien, j'accepte vos excuses. Pour cette fois. Maintenant, écoutez-moi. Écoutez-moi attentivement. Frank Jewett pénétra dans le premier bureau avec Brian McKinley, professeur de géographie et entraîneur de l'équipe de basket, juste après Alice Tanner. Frank souriait et racontait à Brian une blague de représentant de commerce qu'il venait d'entendre la veille. Il y était question d'un médecin qui n'arrivait pas à déterminer si une femme avait le sida ou la maladie d'Alzheimer. « Alors, le mari de la bonne femme appelle le toubib à part ?» Alice feuilletait une pile de documents sur son bureau. Frank baissa la voix. La jeune femme avait tendance à se formaliser quand on racontait des histoires un peu osées. « Et alors ?» dit Brian qui souriait d'avance. « Alors, il était bouleversé, tu penses ? Il dit « Bon Dieu, docteur, y a pas moyen de savoir vraiment ce qu'elle a ?» Alice prit 2 des documents et passa dans le bureau intérieur. Elle n'alla pas plus loin que le seuil, sur lequel elle fit brusquement halte, comme si elle venait de heurter un mur invisible. Aucun des 2 hommes, exemple typique de la population masculine des 30-40 ans de race blanche d'une petite ville, n'y fit attention. « Si, c'est facile, répond le toubib. Laissez-la à 40 km de chez vous, au fond d'une forêt. Si elle retrouve son chemin, ne la baisez pas. » Le prof de géographie regarda un instant son patron bouche bée, l'air idiot, puis éclata d'un gros rire sans contrainte. Le principal Jewett l'imita. Il riait de si bon cœur qu'ils n'entendirent pas lorsqu'Alice appela Frank la première fois. Mais lorsqu'elle hurla presque la seconde, il n'y eut pas de problème. Frank se précipita vers elle. « Alice, qu'est-ce que... »
Il vit lui-même ce qu'il y avait, et il se sentit rempli d'un sentiment d'épouvante terrible et cristallin. La phrase mourut instantanément sur ses lèvres. La peau de ses testicules se recroquevilla à toute vitesse, et il eut la sensation qu'ils allaient remonter d'où ils venaient. Les revues qu'il conservait en secret dans le dernier tiroir de son bureau. Elles étaient éparpillées dans son bureau comme des confettis de cauchemar. Garçons en uniforme, garçons en chapeau de paille, garçons couchés dans le foin, garçons sur des chevaux de bois. « Au nom du ciel !» Enroué par un mélange d'horreur et de fascination, une voix venait de s'élever à la gauche de Frank, qui tourna la tête. Impression des tendons de son cou, craquant comme des gonds rouillés, et il vit Brian McKinley contemplant le déballage. Il en avait les yeux qui lui sortaient presque de la tête. « C'est une blague !» essaya-t-il de dire. « C'est une blague stupide. Ces revues ne m'appartiennent pas. Vous n'avez qu'à me regarder pour comprendre que des revues de ce genre ne pourraient pas avoir d'intérêt pour un homme comme moi qui... » Qui quoi? Il ne savait pas, et ça n'avait d'ailleurs pas d'importance, car il avait perdu la parole complètement. Tous trois restaient immobiles, silencieux, contemplant le bureau du principal de l'école. Une des revues se trouvait en équilibre précaire sur le bord d'une chaise. Un appel d'air chaud venu de la fenêtre entr'ouverte fit tourner quelques pages, avant que le déplacement de poids ne l'entraînât au sol. Jeune garçon à croquer, promettait la couverture. « Une blague. Oui, je dirais que c'est une blague. Mais me croira-t-on si le tiroir de mon bureau a été forcé ?»« Madame Tanner ?» fit une voix de fillette derrière eux. Le trio se retourna comme un seul homme, la mine coupable. Deux adolescentes d'une douzaine d'années, en tenue de majorette, leur faisaient face. Presque simultanément, Alice Tanner et Brian McKinley se déplacèrent pour bloquer la vue du bureau de Frank. Ce dernier, en revanche, paraissait avoir pris racine. Mais quelques dixièmes de seconde trop tard, les yeux des majorettes s'agrandirent. L'une d'elles, Darlene Vickery, porta vivement la main à sa bouche en bouton de rose et regarda Frank Jewett incrédule. Le principal se dit « Oh mon Dieu, dès demain midi, tous les élèves seront au courant, et dès demain soir, toute la ville. Fichez-moi le camp, les filles !» dit Alice Tanner. « Quelqu'un a fait une plaisanterie de très mauvais goût à Monsieur Jewett. Une plaisanterie abominable. Il ne faut pas en dire un mot à personne, c'est compris ?»« Oui, madame, » répondit Erin McAvoy, qui, moins de 3 minutes plus tard, allait raconter à sa meilleure amie, Donna Beaulieu, qu'on avait décoré le bureau de M. Jewett de photos de garçons portant de lourds bracelets de métal, et pas grand-chose d'autre. « Oui, madame, » dit Darlene Vickery, qui, moins de 5 minutes plus tard, ferait le même genre de confidence à sa meilleure amie à elle, Nathalie Priest. « Allez, filez !» leur intima McKinley. Il avait voulu prendre un ton autoritaire, démenti par le timbre encore étranglé de sa voix. « Et au trot !» Les deux adolescentes s'enfuirent, jupes battant leurs solides genoux. Brian se tourna timidement vers Frank. « Il me semble... » commença-t-il, mais l'autre ne l'écoutait pas. Il s'avançait dans son bureau à pas mesurés, comme un somnambule. Il referma la porte, sur laquelle on lisait « Principal » en grandes lettres noires, et entreprit de ramasser lentement les revues. « Pourquoi ne pas tout simplement leur faire une confession écrite ?» disait une voix en lui. Il l'ignora. D'un recoin plus profond, la voix primitive de la survie s'élevait aussi, pour lui rappeler que jamais il ne pourrait être aussi vulnérable qu'en cet instant. S'il adressait la parole à Alice ou à Brian, s'il essayait de s'expliquer, il se passerait lui-même la corde au cou. Alice frappa à la porte. Frank n'en tint pas compte et continua sa déambulation somnambulique, se baissant pour récupérer les revues qu'il avait accumulées au cours des 9 dernières années. Des revues commandées par lettre et qu'il avait fait adresser à la poste des Gates Falls, redoutant à chaque fois que la police d'État ou l'inspection postale ne lui tombât dessus comme une tonne de briques. Il ne lui était jamais rien arrivé. Et maintenant, cela. « On ne croira pas qu'elle t'appartenait !» lui souffla la voix primitive. « Ils ne s'autoriseront pas à le croire. Cela bouleverserait trop de choses dans leur conception étriquée de la vie. Une fois que tu auras repris ton sang-froid,
tu seras capable de surmonter la crise. Cependant, qui a bien pu songer à manigancer un coup pareil ? Il ne lui vint pas un instant à l'esprit de se demander par quel bizarre besoin compulsif il avait décidé de cacher les revues ici, précisément ici et non chez lui. Il ne voyait qu'un seul coupable possible, la seule personne qui, à Castle Rock, partageait la même vie secrète que lui, George T. Nelson, le professeur de menuiserie du lycée de la ville. George T. Nelson, qui, sous ses airs de macho, était aussi homo qu'on peut l'être. George T. Nelson, avec qui Frank Jewett avait assisté à une soirée un peu spéciale à Boston. Une soirée avec beaucoup de messieurs entre deux âges et une poignée de jeunes garçons en très petite tenue. Le genre de soirée qui peut vous valoir un séjour en prison jusqu'à la fin de vos jours. Le genre de soirée... Il aperçut l'enveloppe de papier bulle posée sur son sous-main. Son nom y figurait. Il éprouva une effroyable sensation de vide au fond de son ventre. Un trou qui se creusait. Un ascenseur en chute libre. Il leva les yeux et vit Alice et Brion qui l'observaient, presque joue contre joue. Ils ouvraient de grands yeux, bouche bée, et il pensa « Je sais ce qu'on ressent maintenant quand on est un poisson dans un aquarium. » De la main, il leur fit un geste qui disait « Allez-vous-en » Ils ne bougèrent pas. Frank n'en fut pas vraiment surpris. C'était un cauchemar, et dans les cauchemars, les choses ne se passent jamais comme on le voudrait. Il ressentit une terrible impression de perte, de désorientation. Mais, quelque part en dessous, comme une braise sous une pile de bois humide, rougeoyait de la colère. Il s'assit derrière son bureau et posa la pile de revues sur le sol. Il constata qu'on avait forcé le tiroir comme il l'avait craint. Il déchira l'enveloppe et en fit tomber le contenu sur le sous-main. Des photos pour l'essentiel. Des photos sur papier glacé, brillantes, où on le voyait avec George Nelson à cette soirée de Boston. Il faisait des galipettes avec de charmants jeunes garçons. Le plus âgé d'entre eux devait avoir 12 ans. Et sur chaque cliché, si le visage de George restait indistinct, celui de Frank, en revanche, était on ne peut plus reconnaissable. Il n'en fut pas non plus tellement surpris. Un mot était joint aux photos. « Mon vieux Frank, désolé de te faire ce coup, mais je dois quitter la ville. Et je n'ai pas le temps de faire des manières. J'ai besoin de $2000. Apporte-les-moi ce soir chez moi, à 19h. Jusqu'ici, tu dois pouvoir te tirer de ce merdier. Ça ne sera pas facile, mais un salopard aussi vicelard que toi devrait y arriver. Demande-toi tout de même ce qui se passerait si des copies de ces photos se retrouvaient accrochées à tous les poteaux téléphoniques de la ville, au-dessous des affiches pour la nuit casino. La navette spatiale ne suffirait pas à te faire quitter la ville assez vite, vieux. N'oublie pas, $2000, au plus tard à 7h15. Sinon, tu regretteras d'être né avec une queue. Ton ami, George. Ton ami ? Ton ami ? Ses yeux ne cessaient de revenir à cette formule incrédule, fasciné, horrifié. Ce salopard de fumier qui te poignarde dans le dos, ce Judas, signe ton ami. Brian McKinley martelait toujours la porte. Mais lorsque Frank Jewett finit par s'arracher à ce qui semblait avoir tellement capté son attention, le poing du professeur de géographie interrompit net son mouvement. Le visage du principal, à l'exception de 2 points rouges clownesques sur ses joues, était d'une pâleur de cire. Un sourire étroit étirait ses lèvres et lui découvrait les dents. Il ne ressemblait plus du tout au bon gros Witherby de la bande dessinée. « Mon ami !» pensa-t-il. Il froissa la lettre en boule d'une main et repoussa les clichés lustrés dans l'enveloppe de l'autre. Le minuscule rougeoiement de colère flamboyait maintenant. Le petit bois avait pris feu. « Entendu, vieux, j'y serai. J'y serai pour discuter de la question avec mon ami George T. Nelson. »« Oui, tu peux y compter, » dit-il à haute voix. « Tu peux y compter. » Son sourire s'agrandit. Il était presque 15h, et Alan commençait à se dire que Brian avait dû emprunter un autre chemin. Le flot des élèves du collège rentrant chez eux s'était presque tari. Puis, à l'instant où il plongeait la main dans sa poche pour y prendre ses clés, il vit une silhouette solitaire s'avancer à bicyclette. Le garçon pédalait lentement, accroché à son guidon comme s'il essayait de l'arracher. Il penchait tellement la tête
qu'on ne pouvait distinguer son visage. Il voyait parfaitement bien, en revanche, ce qu'il y avait sur le porte-bagages. Une glacière portative. « Vous comprenez » demanda Gaunt à Polly, qui tenait l'enveloppe. « Oui, je comprends. » Son visage à l'expression rêveuse paraissait cependant troublé. « Vous ne paraissez pas très contente. »« Eh bien, Un objet comme la ska ne marche pas toujours très bien sur les gens qui ne sont pas heureux. » Gaunt tendit l'index vers le minuscule renflement, indiquant la présence de la boule d'argent. Et elle eut une fois de plus l'impression de sentir quelque chose bouger bizarrement à l'intérieur. En même temps, d'horribles crampes envahirent ses mains et se répandirent comme de cruels crochets d'acier. Elle poussa un gémissement. L'index de Gaunt se replia comme s'il disait « Viens !» Elle sentit de nouveau le mouvement dans la boule d'argent, plus net cette fois, et la douleur disparut. « Vous n'avez aucune envie que les choses reviennent à leur état antérieur, n'est-ce pas, Polly ?»« Non !» s'écria-t-elle. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. Ses mains se mirent à s'agiter frénétiquement l'une contre l'autre, et ses yeux agrandis ne quittèrent pas un instant ceux de Gaunt. « Je vous en prie, non !»« Car les choses pourraient aller de mal en pis, n'est-ce pas ?»« Oui. » Et personne ne comprend, n'est-il pas vrai ? Pas même le shérif. Il ne sait pas ce que c'est, lui, que de se réveiller à 2 heures du matin avec cette douleur infernale dans les mains. Elle secoua la tête et commença à pleurer. « Faites comme je vous ai dit, et plus jamais vous ne vous réveillerez ainsi, Polly. Et il y a autre chose. Faites comme je vous dis, et si jamais quelqu'un à Castle Rock découvre que votre enfant est mort brûlé vif à San Francisco, ce ne sera pas à cause de moi. » Polly émit un cri rauque de désespoir. Le cri d'une femme qui se retrouve prisonnière d'un atroce cauchemar. Gaunt souriait. « Il y a toutes sortes d'enfers, n'est-ce pas, Polly ?»« Comment savez-vous ça ?» murmura-t-elle. « Personne ne le sait, pas même Alan. J'ai dit à Alan. »« Je le sais, parce que c'est mon affaire d'être au courant. La sienne est d'avoir des soupçons. Alan ne vous a jamais cru, Polly. »« Il a dit. » »« Je suis sûr qu'il a dit toutes sortes de choses. Mais il ne vous a pas cru. La fille que vous aviez engagée pour garder l'enfant était une droguée, non ? Ce n'était pas votre faute, mais bien entendu, les choses qui ont fait que vous en êtes arrivé à cette situation relevaient de choix personnels, n'est-il pas vrai ? Vos choix, Polly. La jeune fille que vous avez engagée pour garder Kelton a perdu connaissance et a laissé tomber sa cigarette. C'était peut-être un joint, dans une corbeille à papier. C'est son doigt qui a appuyé sur la détente, pourrait-on dire. Mais c'est votre orgueil qui a chargé le revolver, votre incapacité à vous soumettre à vos parents et aux autres bonnes gens de Castle Rock. Polly sanglotait plus fort que jamais. Pourquoi une jeune femme, cependant, n'aurait-elle pas droit à son amour-propre ? Demanda doucement Gaunt. Quand tout le reste lui échappe, n'a-t-elle pas au moins droit à cela ? À cette dernière pièce qui empêche sa bourse d'être vide. Polly releva la tête, une expression de défi sur son visage en larmes. « J'estimais que ça me regardait, » répliqua-t-elle. « Je le pense encore. C'est peut-être de l'orgueil. Et alors ?»« Oui, » répondit-il d'un ton apaisant. C'est parler en femme. Mais il vous aurait reprise, n'est-ce pas ? Vos parents vous auraient reprise. Ça n'aurait peut-être pas été bien agréable, avec l'enfant toujours là, comme une preuve vivante, avec la manière dont les commérages vont bon train dans des trous comme celui-ci. Mais c'était tout de même possible. »« Oui, et j'aurais passé toutes mes journées à essayer d'échapper à l'emprise de ma mère !» hurla-t-elle d'une voix furieuse, enlaidie, méconnaissable. En effet, il avait toujours le même ton apaisant. Vous êtes donc resté où vous étiez. Vous aviez Kelton, et vous aviez votre orgueil.
Et lorsque Kelton est mort, il vous restait encore votre orgueil, n'est-ce pas? Polly cria de chagrin et d'angoisse, et s'enfouit le visage dans les mains. Ça fait encore plus mal que l'arthrite, n'est-ce pas? Polly acquiesça, se dissimulant toujours la figure. Gaunt se croisa les mains derrière la nuque et se mit à parler d'un ton d'éloge funèbre. L'humanité, si noble, si prête à sacrifier l'autre. Arrêtez, gémit-elle. ne pouvez-vous arrêter? C'est un secret, n'est-ce pas, Patricia? Oui. Il lui toucha le front. Polly émit un hoquet étouffé, mais ne recula pas. Vous aimeriez bien qu'elle reste fermée, cette porte sur l'enfer. Le visage toujours caché, elle acquiesça. Alors fais ce que je t'ai dit, Polly, murmura-t-il, détachant une des mains du visage de la jeune femme pour la caresser. Fais ce que je t'ai dit, et ferme-la. Il étudia attentivement ses joues humides, ses yeux rougis. Une petite moue de dégoût lui plissa un instant la bouche. Je ne sais pas ce qui m'écœure le plus. Une femme qui pleure ou un homme qui rit. Essuie ta sale gueule, Polly. Lentement, l'expression toujours rêveuse, elle tira un mouchoir à bord de dentelle de son sac et commença à sécher ses larmes. « C'est mieux !» commenta-t-il en se levant. « Je vais vous laisser rentrer chez vous, Polly. Vous avez des choses à faire. Je veux cependant que vous sachiez que ce fut un grand plaisir de faire affaire avec vous. J'ai toujours énormément apprécié les femmes ayant beaucoup d'amour-propre. » Hé, Brian, tu veux que je te montre un tour? Le jeune cycliste releva vivement la tête dans un grand remous de cheveux, et Alan lut sur son visage une expression qui trahissait indubitablement la peur la plus nue, la plus authentique. « Un tour? Quel tour ?» répondit-il d'une voix tremblante. Alan ignorait de quoi le garçon avait peur, mais il comprit que ses talents de prestidigitateur, dont il s'était si souvent servi pour rompre la glace avec les enfants, étaient cette fois la dernière chose à laquelle il aurait dû avoir recours. Autant exécuter rapidement son numéro et repartir à zéro. Il leva le bras gauche, celui qui portait la montre, et sourit à Brian, dont les traits pâles exprimaient peur et méfiance. « Tu remarqueras que je n'ai rien dans la manche, et que mon bras s'attache normalement à mon épaule. Et maintenant, hop !» Il passa lentement la main droite, paume ouverte, le long de son bras gauche, détachant d'un coup sec du pouce au passage le petit paquet coincé sous la montre. En refermant le poing, il défit la minuscule boucle qui le maintenait fermé. Il referma sa main gauche sur la droite, et lorsqu'il les rouvrit, un grand bouquet de fleurs de papier aux couleurs invraisemblables fleurit à l'endroit où il n'y avait que du vide l'instant précédent. Alan avait fait ce tour des centaines de fois, et jamais aussi bien qu'en ce chaud après-midi d'octobre. Mais la réaction qu'il attendait, un instant d'ébahissement suivi d'un sourire, où se mêlerait une part d'émerveillement et de part d'admiration, ne se manifesta pas sur le visage de Brian. Le garçon ne jeta qu'un coup d'œil indifférent au bouquet. Il crut cependant déceler du soulagement dans ce bref regard, comme si Brian s'était attendu à un tour d'une nature beaucoup moins agréable, avant de revenir à Alan. « Pas mal, non ?» demanda le shérif. Il écarta les lèvres sur un grand sourire qui paraissait aussi authentique que le dentier de son grand-père. « Ouais !» concéda Brian. « Je vois bien que tu n'es pas très impressionné. » Adroitement, il replia le bouquet entre ses mains fermées. C'était facile, trop facile même. Il était temps de se procurer un nouvel exemplaire de ce tour. La fleur en papier ne durait pas très longtemps. Son minuscule ressort se fatiguait, et les pétales brillamment colorés n'allaient pas tarder à se déchirer. Il ouvrit de nouveau les mains avec un sourire plein d'espoir. Le bouquet avait disparu, de nouveau réduit à un minuscule paquet glissé sous le bracelet de sa montre. Le garçon ne lui rendit pas son sourire. Son visage, en fait, était dépourvu de toute expression. Les restes de bronzage de l'été n'arrivaient pas à dissimuler complètement sa pâleur, pas plus que le fait que son épiderme se trouvait dans un état bizarre de révolte préadolescente. Plusieurs boutons gonflaient à son front, un autre, plus gros, au coin de ses lèvres.
et des points noirs se massaient autour de son nez. Des cernes tirant sur le violet sous ses yeux laissaient soupçonner qu'il dormait mal depuis un certain temps. « Ce gosse est loin, très loin d'aller bien, » songea Alan. « Il y a quelque chose d'abîmé, pour ne pas dire de brisé chez lui. » Deux possibilités. Soit Brian Rusk a vu le vandale qui a cassé les fenêtres des Jersiques, soit il l'a fait lui-même. Le gros lot dans les deux cas. Mais si c'était le second, Alan avait du mal à imaginer les proportions du sentiment de culpabilité qui devait maintenant tarauder l'enfant. « C'est un excellent tour, shérif Pangborn, » dit Brian d'une voix sans timbre ni émotion. « Vraiment. » « Merci. Je suis content qu'il t'ait plu. Sais-tu de quoi je désire te parler, Brian ?»« Je crois, » répondit-il. Alan eut soudain la conviction que le garçon allait avouer avoir cassé les vitres. Ici, au coin de la rue, il allait tout déballer. Et Alan faire un pas de géant dans la reconstitution de ce qui s'était passé entre Wilma et Nettie. Mais Brian n'ajouta rien. Il se contenta de regarder Alan de ses yeux fatigués, légèrement injectés de sang. « Qu'est-ce qui s'est passé, fiston ?» demanda Alan de la même voix tranquille. « Qu'est-il arrivé pendant que tu te trouvais chez les Jersiques ?»« Je sais pas, mais j'en ai rêvé la nuit dernière, dimanche soir aussi. J'ai rêvé que j'allais chez eux, mais dans mon rêve, j'ai vu ce qui faisait réellement tout ce bruit. »« Et c'était quoi, Brian ?»« Un monstre. » L'enfant avait répondu du même ton de voix apathique, mais une grosse larme s'était formée dans chacun de ses yeux. Dans mon rêve, je frappais à la porte au lieu de partir à bicyclette comme j'ai fait, et un monstre ouvrait et il me dévorait. Les larmes grossirent et débordèrent lentement sur les joues aux couleurs malsaines. Oui, songea Alan, il pourrait s'agir de ça, de la peur tout simplement. Le genre de peur qu'un gosse peut ressentir lorsqu'il ouvre la porte au mauvais moment et qu'il trouve ses parents en train de baiser. Et comme il est trop jeune pour comprendre ce qu'ils font, il s'imagine qu'ils se battent, voire même, pour peu qu'ils fassent du bruit, qu'ils essaient de s'entretuer. Mais ça sonnait faux, aussi bête que ça. Impression que le môme mentait comme un arracheur de dents, en dépit de son regard hagard et de l'expression qui proclamait « je vais tout vous dire ». Qu'est-ce que cela signifiait ? Alan était perplexe, mais son expérience lui suggérait que de toute façon, et quel que fût le vandale, Brian le connaissait. C'était peut-être quelqu'un qu'il se sentait obligé de protéger, à moins que le lanceur de cailloux n'ait aperçu Brian, et que ce dernier n'ait su qu'il avait été vu. Le gosse redoutait peut-être des représailles. « Quelqu'un a lancé des cailloux dans les vitres des Jersiques », dit Alan sans élever la voix, d'un ton qu'il espérait rassurant. « Oui, monsieur, » répondit Brian, presque dans un soupir. « Je crois. C'est peut-être ça. Je crois qu'il se battait, mais c'est peut-être quelqu'un qui a lancé des cailloux. Crac, boum, bing !» Une vraie section rythmique de hard rock, pensa Alan. Tu penses qu'il se battait ? Oui, monsieur. C'est vraiment ce que tu crois ? Oui, monsieur. Alan soupira. Eh bien, tu sais ce qu'il en est maintenant. Et que c'était mal de faire ça. Lancer des cailloux dans les vitres de quelqu'un, c'est grave, même s'il n'y a pas de conséquences. Oui, monsieur. Mais cette fois-ci, il y en a eu. Tu le sais, n'est-ce pas, Brian ? Oui, monsieur. Ses yeux, des yeux qui le regardaient dans ce visage calme, pâle. Alan commença à se douter de deux choses. Que le garçon voulait lui dire ce qui s'était passé, mais ne le ferait très probablement pas. Tu m'as l'air bien malheureux, Brian. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Veux-tu dire que tu es malheureux ? Le garçon acquiesça, et de nouvelles larmes débordèrent de ses yeux avant de rouler sur ses joues. Alan était le théâtre d'émotions aussi fortes que contradictoires. Une profonde pitié et une exaspération de plus en plus grande. Qu'est-ce qui te rend malheureux, Brian ? Dis-le-moi. Avant, j'avais un rêve vraiment bien, répondit le gamin d'une voix à peine audible. C'était un rêve stupide, mais chouette quand même. Un rêve avec Miss Radcliffe, mon professeur. Elle est orthophoniste. Je sais maintenant qu'il était stupide. Avant, je le savais pas, et c'était mieux. Mais maintenant, j'ai compris, figurez-vous. Les yeux sombres et affreusement malheureux plongèrent dans ceux d'Alan. Le rêve que je fais, celui sur le monstre qui lance les cailloux, il me fait peur, shérif Pangborn. Mais ce qui me rend malheureux, ce sont les choses que je sais maintenant. C'est comme savoir comment un magicien fait son tour. Il eut un petit hochement de tête
et Alan aurait juré qu'il lui montrait le bracelet de sa montre. Parfois c'est mieux de rester idiot. Je le sais maintenant. Le policier posa la main sur l'épaule du garçon. Bon, on arrête les conneries, Brian, d'accord? Dis-moi ce qui s'est passé. Dis-moi ce que tu as vu, ce que tu as fait. Je suis venu voir s'il voulait quelqu'un pour déneiger leur allée cet hiver. L'enfant parlait d'une voix mécanique qu'Alan trouva extrêmement impressionnante, comme un répondeur automatique. Il ressemblait à n'importe quel gamin américain de son âge, avec ses tennis, son jean, son t-shirt orné d'une vedette de télé, mais il s'exprimait comme un robot, dont on aurait salopé le programme, et qui serait sur le point de disjoncter. Pour la première fois, Alan se demanda s'il n'aurait pas vu l'un de ses parents vandaliser la maison des Jerzik. « J'ai entendu des bruits. » Continua le gamin. Il parlait par phrases courtes et simples, comme on apprend à le faire aux enquêteurs qui doivent déposer devant un tribunal. C'était des bruits qui faisaient peur, des craquements, des choses qui se cassaient. Alors je suis parti aussi vite que j'ai pu sur ma bicyclette. La voisine était sur son perron. Elle m'a demandé ce qui se passait. Je crois qu'elle avait peur aussi. Oui, Gillian Mislabursky, je lui ai parlé. Alan tendit la main vers la glacière posée de travers sur le porte-bagages. Il ne se rendit pas compte que les lèvres de Brian se serrèrent. « Avais-tu cette glacière avec toi dimanche matin, Brian ?» Oui, monsieur. Le garçon s'essuya les joues du dos de la main et regarda Alan, l'air inquiet. Que contenait-elle ? Brian ne répondit pas, mais Alan eut l'impression de voir ses lèvres trembler. Que contenait-elle, Brian ? Toujours pas de réponse. Des cailloux ? Lentement, délibérément, il secoua la tête. Non. Pour la troisième fois, Alan demanda « Que contenait-elle » ? La même chose que maintenant. Murmura le garçon. « Puis-je l'ouvrir et regarder ?» Oui, monsieur. Répondit-il de sa voix apathique. Bien sûr. Alan fit pivoter le couvercle et examina le contenu de la glacière. Elle était pleine de cartes de baseball. Tops, Fleer, Donruss. C'est pour mes échanges. Je les emporte partout avec moi. Tu les emportes partout avec toi ? Oui, monsieur. Pourquoi ? Pourquoi trimballer une glacière pleine de cartes de baseball partout avec toi ? Je vous l'ai dit, c'est pour mes échanges. On ne sait jamais quand on pourra faire une bonne affaire. Je suis toujours à la recherche d'une Joe Foy. Il était dans l'équipe du rêve impossible de 67 et d'une carte de débutant de Mike Greenwell. C'est mon joueur préféré. Alan eut alors l'impression de déceler une fugitive lueur d'amusement dans l'œil du garçon. Il crut presque entendre une voix télépathique lui seriner. « Je t'ai bien eu. Ah, je t'ai bien eu. » Mais cela venait sûrement de lui-même. Ce n'était que sa propre frustration qui singeait la voix du gamin. Non ? D'ailleurs, que t'attendais-tu donc à trouver dans la glacière de toute façon ? Un tas de cailloux avec une feuille de papier autour, retenu par un élastique ? Avais-tu imaginé l'avoir intercepté alors qu'il allait faire la même chose dans la maison de quelqu'un d'autre ? Eh bien oui, il devait le reconnaître. Il avait envisagé cette possibilité. Brian Rusk 3 pommes, la terreur de Castle Rock, le rock lanceur fou. Mais il y avait pire. Il était à peu près sûr que Brian Rusk lisait dans son cerveau. « Je t'ai eu, shérif. » Je t'en prie, Brian, dis-moi ce qui se passe vraiment ici. Si tu le sais, dis-le-moi. Le garçon referma le couvercle de la glacière sans répondre. On entendit simplement le petit clic de la serrure dans le calme paresseux de l'après-midi. Tu ne peux pas le dire. Brian acquiesça lentement, l'air de sous-entendre, crut comprendre Alan qu'il avait raison. Le gamin ne pouvait pas parler. Réponds-moi à ceci, Brian. As-tu peur ? As-tu peur de quelque chose, Brian ? L'enfant acquiesça à nouveau, tout aussi lentement. Dis-moi de quoi, fiston ? Je peux peut-être m'en occuper. Il tapota son insigne d'un doigt léger. Il me semble que l'on me fait trimballer cet insigne pour ça, pour que je me charge de régler leur compte aux choses qui font peur. Commença Brian. Mais à cet instant précis, le récepteur installé par Alan sous le tableau de bord de sa voiture personnelle, 3 ou 4 ans auparavant, se mit à crachouiller. Première unité, bas appel, vous me recevez ? Parlez !» Les yeux de Brian se détachèrent de ceux d'Alan pour se tourner vers le break à la voix de Sheila Brigham. La voix de l'autorité, la voix de la police. Alan se rendit compte que si le garçon avait été sur le point de lui confier quelque chose, mais peut-être l'avait-il seulement rêvé, c'était fini. Son visage s'était refermé comme une huître à marée basse. Rentre chez toi maintenant, Brian. Nous reparlerons de ce rêve un peu plus tard, d'accord ? Oui, monsieur, si vous voulez. En attendant, pense à ce que je t'ai dit.
L'essentiel du travail d'un shérif consiste à débarrasser les gens des choses qui font peur. Il faut que je rentre chez moi, shérif. Sinon ma mère va être furieuse contre moi. Alan acquiesça. Il vaut mieux l'éviter. Allez, va, Brian. Il regarda le garçon s'éloigner. Il se tenait la tête basse et paraissait peiner laborieusement sur ses pédales. Quelque chose clochait là-dedans. Clochait même tellement que découvrir ce qui avait bien pu arriver à Nettie et à Wilma lui paraissait moins important que de comprendre les raisons de l'expression ravagée du visage de l'enfant. Les deux femmes, après tout, étaient mortes et enterrées. Brian Rusk, lui, vivait encore. Il s'approcha du vieux Breck, dont il aurait dû se séparer depuis au moins 1 an, se pencha par la fenêtre, prit le micro. « Oui, Sheila, ici première unité, je vous reçois, j'arrive. »« Henry Payton vient d'appeler, Alan. Il dit que c'est urgent, que j'établisse un relais si possible, à vous. »« D'accord. » Il sentit son pouce accélérer. « Il faudra compter 1 minute ou 2, à vous. »« C'est bon, je ne bouge pas. Terminé pour moi. » Il se pencha contre la carrosserie, dans l'ombre claire, le micro à la main, se demandant ce que Payton pouvait avoir de si urgent à lui faire savoir. Lorsque Polly arriva chez elle à 3h20, elle était déchirée entre 2 attitudes complètement opposées. Elle éprouvait d'un côté un besoin urgent, profond, de faire la commission que M. Gaunt lui avait confiée. Elle n'aimait pas à y penser comme lui en termes de blague ou de tour. Elle n'avait rien d'une mystificatrice. Afin que Laska soit définitivement à elle. L'idée que la négociation n'était terminée que lorsque Gaunt disait qu'elle l'était ne lui avait même pas effleuré l'esprit. Elle éprouvait par ailleurs un besoin tout aussi urgent d'entrer en contact avec Alan pour lui raconter ce qui s'était exactement passé, ou du moins ce dont elle se souvenait. Elle se rappelait au moins une chose, qui la remplissait de honte et d'une sorte d'ignoble horreur. Mais elle se la rappelait clairement. Monsieur Leland Gaunt haïssait l'homme qu'elle aimait, et il faisait quelque chose qui était très mal. Il fallait mettre Alan au courant. Même si Laska arrêtait de faire son effet, il le fallait. « Tu n'es pas sérieuse ?»« Si. » C'était exactement ce qu'une partie d'elle-même pensait. Partie terrifiée à la seule évocation de Leland Gaunt, même si elle n'arrivait pas à se souvenir de ce qui provoquait en elle ce sentiment de terreur. « Veux-tu donc revenir au stade où les choses en étaient avant, Polly ? Tiens-tu tant que ça à la sensation d'avoir 2 mains bourrées d'éclats d'obus ? Non. » Mais elle ne voulait pas non plus qu'il soit fait de mal à Alan, pas plus qu'elle ne voulait que M. Gaunt soit en mesure de faire ce qu'il envisageait, si quelque chose, comme elle le soupçonnait, risquait de porter tort à la ville. Elle n'avait enfin aucune envie d'être partie prenante de ce qui se tramait, en allant jusqu'à la vieille ferme désertée des Camber, au bout du chemin vicinal 3, pour jouer une sorte de tour qu'elle ne comprenait même pas. Ses désirs conflictuels, chacun défendu par une voix sermonneuse, la tiraillaient en tous sens, tandis qu'elle l'approchait de son domicile. Si M. Gaunt l'avait hypnotisée d'une manière ou d'une autre, ce dont elle était convaincue en quittant la boutique, mais qui lui paraissait de moins en moins sûr, son effet s'était dissipé. Cela, elle le croyait vraiment. Jamais au cours de sa vie, elle ne s'était trouvée aussi incapable de décider de la conduite à tenir dans une situation donnée. On aurait dit qu'on lui avait volé toutes les réserves de produits chimiques à prendre les décisions de son cerveau. Finalement, elle choisit d'aller chez elle, faire ce que lui avait conseillé Gaunt. Bien que ne se souvenant plus très clairement de son conseil, elle prendrait son courrier, puis elle appellerait Alan, pour lui dire ce que M. Gaunt attendait d'elle. « Si tu fais ça, » dit une voix intérieure d'un ton mortel, « Laska cessera réellement de faire son effet, et tu le sais. » Oui. Mais restait la question du bien et du mal. Elle appellerait Alan, s'excuserait d'avoir été aussi cassante avec lui, et lui dirait ce que M. Gaunt voulait d'elle. Peut-être irait-elle même jusqu'à lui donner l'enveloppe, celle qu'elle devait mettre en principe dans la boîte de conserve. Peut-être. Se sentant un peu mieux, elle glissa la clé dans la serrure, se réjouissant de l'aisance de l'opération qu'elle avait faite sans presque y prêter attention. Et la tourna. Le courrier était à l'endroit habituel sur le tapis. D'ordinaire, il y en avait davantage après un jour de congé. Elle le parcourut. Une publicité pour la télé par câble avec le visage souriant et d'une insupportable beauté de Tom Cruise en couverture. Un catalogue de la collection Horseshow, un autre de Sparer Image, et... En voyant la lettre, Polly sentit une boule d'angoisse grossir dans son estomac. À Patricia Chalmers de Castle Rock.
de la part des services sociaux de l'aide à l'enfance de San Francisco, 666 Geary Street. Elle ne se souvenait que trop bien de ses incursions au 666 Geary Street, 3 en tout. 3 entretiens avec 3 bureaucrates, dont 2 avaient été des hommes qu'il avait regardés comme un chewing-gum qui vient de se coller à votre meilleure paire de chaussures. Le 3e bureaucrate, en revanche, une noire de proportions phénoménales, mais une femme qui savait écouter et rire, avait fini par donner son approbation à Polly. Mais elle n'avait pas oublié le premier étage du 666 Geary Street, pas une miette. La manière dont la lumière de la haute fenêtre à l'extrémité du corridor jetait une longue traînée laiteuse sur le lino, le bruit des machines à écrire lui parvenant de bureaux dont la porte restait ouverte en permanence, les hommes fumant, agglutinés autour du gros cendrier rempli de sable à l'autre bout du couloir, et la façon dont il la regardait. Plus que tout, elle se souvenait de l'impression de se retrouver habillée de ses meilleurs vêtements, un ensemble pantalon en polyester noir, une blouse blanche, un collant fin, des talons bas, et d'être en proie à la terreur et à la déréliction. Le corridor plongeait dans la pénombre du premier étage, au 666 Geary Street, semblait un endroit dépourvu de cœur et d'âme. On y avait finalement approuvé sa demande d'aide de mère célibataire, mais c'étaient les 2 échecs précédents qu'elle se rappelait, évidemment. Les yeux des hommes, et leur façon de s'attarder sur sa poitrine. Mieux habillé que Norville, l'autre employé du restaurant, il n'était cependant pas tellement différent. La bouche des hommes, la manière dont elle s'était pincée avec une désapprobation prétentieuse en considérant le problème de Kelton Chalmers, le rejeton bâtard de cette Marie couche-toi-là, qui certes n'avait pas l'air d'une hippie pour l'instant, mais qui commencerait par enlever sa blouse et son beau pantalon dès qu'elle aurait fichu le camp, sans parler de son soutien-gorge, pour enfiler une paire de jeans moulants pas de def et une blouse en sérigraphie qui ne servirait qu'à mettre ses tétons en valeur. Leurs yeux disaient tout cela, et bien d'autres choses, et quoique la réponse fût arrivée par la poste, Polly avait tout de suite su qu'elle aurait droit à un refus. Elle avait pleuré en sortant ces 2 premières fois, et il lui semblait se rappeler l'acidité de chacune des larmes qui avaient coulé sur ses joues. Sans parler de la manière dont les gens la regardaient dans la rue, aucun apitoiement, une simple et morne curiosité. Elle s'était toujours refusée à évoquer cette époque et le souvenir de ce 2e étage sombre, mais celui-ci lui retombait dessus, clair et précis, au point qu'elle sentait l'odeur de la cire du plancher, voyait le reflet laiteux de lumière tombant de la grande fenêtre et entendait le cliquetis rêveur et lointain des vieilles machines manuelles qui mâchaient et digéraient leurs feuilles de papier quotidiennes au fond des entrailles de la bureaucratie. Que lui voulait-on ? Mon Dieu, qu'est-ce que les fonctionnaires du 666 Geary Street pouvaient bien lui vouloir après toutes ces années ? « Déchire-la !» lui cria une voix intérieure, tellement impérative qu'elle faillit le faire. Au lieu de cela, c'est l'enveloppe qu'elle déchira. Elle ne contenait qu'une feuille, une photocopie. C'était bien son nom qui figurait sur l'enveloppe, mais, constata-t-elle avec étonnement, la missive ne lui était pas adressée. Elle était destinée au shérif Pangborn. Son regard tomba sur le bas de la lettre. John L. Perlmutter, lisait-on sous le griffonnage de la signature. Ce nom éveillait quelque chose de lointain en elle. Encore plus bas, près de la marge inférieure, figurait la mention « Pour copie, Patricia Chalmers ». Il s'agissait d'une photocopie, pas d'un double au carbone, mais cela éclaircissait néanmoins le fait que la lettre fût adressée à Alan. Elle ne l'avait pas reçue par erreur, comme elle l'avait tout d'abord vaguement pensé. Mais alors, pourquoi au nom du ciel ? Elle s'assit sur le petit banc de son entrée et commença à lire. Au fur et à mesure, une étonnante série d'émotions traversa son visage, comme des nuages en formation par une journée venteuse. Perplexité, honte, horreur, colère, et finalement, fureur. Elle cria une fois un « Non !» violent, puis se força à reprendre sa lecture lentement jusqu'à la fin. Département de l'aide sociale à l'enfance de San Francisco, 666 Geary Street, San Francisco, Californie, 94 112, le 23 septembre 1991. Shérif Alan Pangborn, bureau du shérif du comté de Castle Rock, immeuble municipal, Castle Rock, Maine, 04055. Shérif, j'ai sous les yeux votre lettre du 1er dernier,
et vous écris pour vous dire que je ne peux rien faire concernant la question que vous soulevez. La règle, dans notre administration, veut que nous ne donnions aucun renseignement sur les demandeurs d'une allocation de parents uniques, sauf lorsque nous sommes obligés de le faire par des réquisitions expresses de justice. J'ai montré votre lettre à Martin D. Chung, notre juriste, qui m'a demandé de vous faire savoir qu'une copie en a été envoyée au bureau du procureur général de Californie. Monsieur Chung a ouvert une enquête pour savoir si votre requête ne serait pas en soi illégale. Quel qu'en soit le résultat, je tiens à vous dire que votre curiosité quant à la vie de cette femme à San Francisco me paraît à la fois déplacée et insultante. Je vous suggère, shérif Pangborn, de renoncer à vos démarches si vous ne voulez pas courir le risque de poursuites judiciaires. Sentiment distingué, John L. Perlmutter, directeur adjoint. Pour copie, Patricia Chalmers. Après avoir lu cette terrible lettre pour la 4e fois, Polly se rendit à la cuisine. Elle avançait d'un pas lent, avec une grâce qui rappelait davantage la nage que la marche. Elle avait la vue troublée, comme si elle avait été éblouie. Mais le temps de composer le numéro du bureau du shérif sur son clavier spécial, sa vision avait retrouvé sa netteté. Le sentiment qui faisait briller son œil était simple et indubitable. Une colère d'une telle violence qu'elle frisait la haine. Son amant avait fourré son nez dans son passé. Cette idée lui paraissait à la fois incroyable et étrangement, horriblement plausible. Elle s'était souvent jugée par rapport à Alan Pangborn au cours des 4 ou 5 derniers mois, comparaison qui lui avait été rarement favorable, les larmes d'Alan, tandis que chez elle un calme trompeur cachait de la honte, des blessures d'orgueil, des secrets, de la méfiance. L'honnêteté d'Alan, qu'elle-même avait abreuvé de misérables mensonges. Comme il avait paru auréolé de sainteté. Quelle impressionnante perfection chez cet homme, tandis qu'elle insistait hypocritement pour qu'il oubliât son passé. Et pendant tout ce temps, il avait reniflé à ses basques, essayant de découvrir quelle était la véritable histoire de Kelton Chalmers. « Espèce de salopard !» murmura-t-elle, comme le téléphone commençait à sonner. Elle serrait tellement le combiné que ses articulations blanchissaient. Lester Pratt quittait d'ordinaire le lycée de Castle Rock en compagnie de quelques amis. Ils allaient boire un soda au supermarché Hemphill, puis se rendaient chez l'un ou l'autre. Et pendant 1 heure ou 2, chantaient des hymnes, jouaient à quelque chose, ou simplement bavardaient. Aujourd'hui, cependant, Lester partit seul, le sac à dos à l'épaule. Il n'avait que dédain pour le porte-document traditionnel des profs, la tête basse. Si Alan l'avait aperçu, traversant lentement la pelouse pour rejoindre le parking, il aurait été frappé par sa ressemblance avec Brian Rusk. Par 3 fois dans la journée, Lester avait essayé d'entrer en contact avec Sally, afin de savoir ce qui avait pu la mettre dans un tel état. La dernière fois pendant la pause du déjeuner. Il savait qu'elle était au collège, mais il ne put franchir la garde montée par Mona Lawless, professeure de mathématiques et amie de Sally. « Elle ne veut pas venir répondre !» lui avait dit Mona, aussi chaleureuse qu'un congélateur posé sur la banquise. « Mais pourquoi ?» avait-il demandé d'un ton presque gémissant. « Écoute, Mona, explique-moi !» « Aucune idée. » Le ton de Mona atteignait maintenant l'équivalent verbal de l'azote liquide. « Tout ce que je sais, c'est qu'elle a été dormir chez Irene Ludgens. On dirait qu'elle a passé tout son temps à pleurer, et qu'elle dit qu'elle ne veut pas te parler. Et tout ça, c'est de ta faute, précisait le ton glacial de Mona. Je le sais parce que tu es un homme, et que tous les hommes sont de la crotte de chien. Tu n'es qu'un cas de plus illustrant la règle générale. Eh bien, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'elle me reproche, cria-t-il. Peux-tu au moins lui dire ça? Dis-lui que je ne sais pas pourquoi elle est furieuse contre moi. Dis-lui que quelle que soit la raison, il ne peut s'agir que d'une méprise parce que je n'ai rien à me reprocher. Il y eut un long silence. Lorsque Mona avait repris la parole, sa voix s'était légèrement réchauffée. Pas beaucoup, mais ce n'était plus de l'azote liquide. Entendu, Lester, je lui dirai. Il leva la tête, espérant presque voir Sally assise dans la Mustang, prête à l'embrasser et à se réconcilier. Mais la voiture était vide. Il n'y avait qu'une personne dans les parages, ce taré de Sloppy Dodd qui faisait l'idiot avec sa planche à roulettes. Steve Edwards arriva derrière Lester et lui donna une claque sur l'épaule. « Dis donc, Lester, veux-tu venir chez moi prendre un coke? Tous les copains vont venir. Nous devons parler de la manière scandaleuse dont les catholiques nous agressent. Il y a une grande réunion à l'église ce soir, n'oublie pas. Et ce sera bien si nous autres, les jeunes adultes, pouvions présenter un front uni lorsqu'il sera question des décisions à prendre. J'en ai parlé à Don Hemphill, qui a répondu qu'il était partant.
Il regarda Lester comme s'il s'attendait à se faire gratter derrière les oreilles. Impossible cet après-midi, Steve. Une autre fois peut-être. Eh Lester, tu n'as pas compris? Il y aura peut-être pas une autre fois. Il ne joue plus maintenant, ces fils de pape. Je ne peux pas venir. Et si tu as 2 sous de bon sens, ajoutait son expression, arrête de me harceler. Mais pourquoi? Parce que je dois trouver ce qui a pu mettre ma petite amie dans une telle colère, pensa Lester. Et je vais le trouver, même si je dois lui secouer sévèrement les puces. À voix haute, il répondit: J'ai des choses à faire, Steve. Des choses importantes, crois-moi sur parole. Si c'est à propos de Sally, je... Un éclair menaçant brilla dans le regard de Lester. Pour Sally, tu la fermes. Steve, jeune homme inoffensif que la querelle de la nuit casino mettait dans tous ses états, n'était cependant pas remonté au point de franchir les limites que Lester Pratt venait de tracer si clairement. Il n'était toutefois pas prêt à renoncer aussi vite. Sans la présence de Lester Pratt, une réunion d'orientation des jeunes adultes était une plaisanterie, même si tous les autres venaient. Prenant un ton de voix plus modéré, il dit: « Tu es au courant de la carte anonyme que Bill a reçue ?»« Oui, » répondit Lester. La nouvelle du billet insultant trouvé dans son courrier par le révérend avait déjà fait le tour de la paroisse. À la hâte, Rose avait convoqué une réunion des jeunes adultes, hommes seulement, parce que, avait-il déclaré, la chose était impossible à croire tant qu'on ne l'avait pas vue soi-même. « Il était difficile de comprendre pleinement, avait-il ajouté, le degré de bassesse que les catholiques étaient capables d'atteindre pour étouffer toute opposition à leur nuit de jeu inspirée par Satan. Le fait de voir de leurs propres yeux cet ignoble débordement ordurier n'aiderait-il pas les remarquables jeunes gens à mesurer à quoi ils se frottaient? Car ne dit-on pas qu'un homme averti en vaut deux ?» avait noblement achevé le révérend. Il avait alors sorti la carte, placée sous enveloppe plastique, comme s'il y avait un risque d'infection pour ceux qui la manipulaient, et l'avait fait circuler. Lecture faite, Lester s'était senti plus que disposé à aller vigoureusement sonner les cloches aux catholiques, mais toute l'affaire maintenant lui paraissait lointaine et quelque peu enfantine. Qu'est-ce que ça pouvait faire au fond, si les catholiques jouaient à 4 sous et distribuaient un train de pneus et une demi-douzaine d'appareils ménagers? S'il fallait choisir entre s'occuper ou de Sally Radcliffe ou des catholiques, la religion de Lester était bientôt faite. « La réunion qui décidera des actions à entreprendre !» continuait Steve, qui s'échauffait de nouveau. « Il faut reprendre l'initiative, Lester, il le faut! Le révérend Bill dit que les soi-disant bons catholiques n'en sont plus aux paroles. La prochaine étape sera peut-être... » « Écoute, Steve, fais tout ce que tu veux, mais fiche-moi la paix. » L'autre s'interrompit et le regarda, manifestement blessé, et attendant tout aussi manifestement de Lester, d'ordinaire l'homme le plus doux de la terre, qu'il retrouva son calme et s'excusa. Lorsqu'il comprit qu'il ne fallait pas y compter, il repartit vers l'école, mettant une certaine distance entre eux deux. « Tu es d'une humeur épouvantable, mon vieux. »« Tu l'as dit, » répliqua Lester d'un ton agressif, les poings plantés sur les hanches. Mais ce n'était pas une simple question d'humeur. Lester avait mal, bon Dieu, mal partout. Et ce qui lui faisait le plus mal était sa tête, et il avait envie de frapper quelqu'un. Pas le pauvre vieux Steve Edwards, simplement, le fait de s'en être pris à Steve avait en quelque sorte ouvert un circuit en lui. L'électricité avait envahi toute une gamme d'appareils mentaux, d'ordinaire inertes et silencieux. Pour la première fois depuis qu'il était devenu amoureux de Sally, Lester, le plus placide des hommes en temps normal, se sentait aussi en colère contre elle. De quel droit le traitait-elle de salopard? Quelque chose l'avait rendue furieuse. Mais quoi? Bon d'accord, elle était furieuse. Admettons encore qu'il ait fait quelque chose susceptible de la rendre furieuse. Il n'avait pas la moindre idée de ce que ça pouvait être, mais admettons-le tout de même, pour les besoins de la cause. Cela lui donnait-il le droit de lui voler dans les plumes, sans même avoir la courtoisie de lui demander une explication? Cela lui donnait-il le droit d'aller se planquer chez Irene Lugens pour qu'il ne puisse forcer sa porte, ou de refuser de répondre au téléphone, ou d'employer Mona Lawless comme intermédiaire? Je vais la trouver, et je vais découvrir ce qui l'a mise dans cet état. Une fois cela réglé, on pourra se réconcilier. Après quoi, elle aura droit à mon petit topo, le même que je fais aux débutants de l'équipe de basket chaque année. Comment la confiance est la clé d'un travail en équipe. Il se débarrassa de son sac à dos qu'il jeta sur le siège arrière et se mit au volant. Il vit alors quelque chose qui dépassait de dessous le siège du passager. Quelque chose de noir. Un portefeuille, aurait-on dit. Lester s'en empara vivement, pensant tout d'abord qu'il appartenait à Sally. Si elle l'avait oublié à un moment ou à un autre au cours du long week-end, il devait maintenant lui manquer. Elle allait s'inquiéter.
et s'il pouvait la rassurer en le lui rapportant, le reste de leur conversation s'en trouverait peut-être facilité. Mais il n'appartenait pas à Sally. Il s'en rendit compte tout de suite. Il était en cuir noir, alors que le sien était en daim bleu, et beaucoup plus petit. Il l'ouvrit, curieux. La première chose qu'il vit lui fit l'effet d'un violent coup au plexus, la carte d'identité de policier du shérif adjoint John Lapointe. Au nom du ciel, qu'est-ce que Lapointe avait bien pu foutre dans sa voiture? Sally en a disposé pendant toute la fin de semaine, lui susurra une voix. Alors que crois-tu donc qu'il faisait dans ta voiture? Non, certainement pas, dit-il à voix haute. Jamais elle n'aurait fait ça, au grand jamais. Sally, cependant, était sortie avec l'adjoint Lapointe pendant plus d'1 an, en dépit de la tension montante entre catholiques et baptistes de Castle Rock. Ils avaient rompu avant le récent scandale de la nuit casino, mais... Lester redescendit de voiture et se mit à parcourir les pochettes transparentes du portefeuille, de plus en plus incrédule. Un permis de conduire. Sur la photo, il arborait la petite moustache qu'il avait cultivée à l'époque où il fréquentait Sally. Lester savait comment certains types appellent ce genre de moustache. Une chatouille chagate. Un permis de pêche, une photo des parents de John, un permis de chasse et... Ici. Il écarquilla les yeux et resta paralysé. Il venait de tomber sur un cliché où l'on voyait John et Sally, la photo typique d'un type et de sa petite amie. Ils se tenaient devant un stand de tir à la fête foraine, semblait-il. Ils se regardaient en riant. Sally tenait un gros nounours dans les bras. Lapointe venait sans doute de le gagner. Une veine s'était mise à gonfler au milieu de son front. Une veine d'une grosseur impressionnante qui battait rythmiquement. De quoi l'avait-elle traité déjà? De sale menteur? De salopard de menteur? On dirait bien que c'est la première poule qui chante qui a pondu l'œuf, murmura-t-il. La fureur l'envahit, brutalement, et lorsqu'il sentit une main le toucher au bras, il virevolta, poing fermé, laissant tomber le portefeuille. Il s'en fallut d'un rien qu'il n'assomma l'inoffensif et bégayant Sloppy Dodd. Monsieur Pratt, dit le garçon qui ouvrait de grands yeux, mais ne paraissait pas effrayé. Intéressé, mais pas effrayé. Ça va bien? Très bien, répondit Lester d'une voix enrouée. Rentre chez toi, Sloppy. Tu n'as rien à faire ici avec ta planche, c'est un parking. Il se baissa pour ramasser le portefeuille, mais Sloppy, plus proche du sol de 60 cm, le battit facilement. Il regarda avec curiosité le permis de conduire de John Lapointe avant de rendre l'objet à Lester. Ouais, dit-il. C'est bien le même type. Il sauta sur sa planche à roulettes et fit mine de s'éloigner, mais le prof de gym l'attrapa par le col de son t-shirt avant. La planche partit toute seule, rencontra un nid de poule sur sa trajectoire et se retourna. Le t-shirt du gamin, aux armes d'ACDC, ceux qui vont roquette salut, proclamait-il, se déchira, ce dont il ne parut pas se formaliser. Non seulement il n'avait manifestement pas peur, mais il ne semblait même pas surpris par le comportement de Lester. Celui-ci n'y prêta pas attention. Il n'en était plus à remarquer ce genre de nuances. Il était de la race de ces géants dont la placidité habituelle dissimule un sale caractère et des réserves de violence. Une tornade émotionnelle qui n'attendait qu'une occasion d'éclater pour faire des ravages. Certains de ces hommes passent toute leur vie sans savoir qu'ils abritent les germes de telles tempêtes. Lester, lui, venait de découvrir la sienne, ou plutôt, celle-ci venait d'exploser au grand jour, et il se trouvait maintenant entièrement en son pouvoir. Tenant dans son poing de la taille d'un jambonneau un fragment déchiqueté du t-shirt de Sloppy, il inclina sa figure en sueur vers celle du gamin. Au milieu de son front, la veine battait plus fort que jamais. « Qu'est-ce que ça veut dire, c'est bien le même type ?» Le même qui a rencontré Miss Radcliffe après l'école, vendredi dernier. Il l'a retrouvé après l'école ? Demanda-t-il d'une voix encore plus étranglée. Il secoua si vigoureusement le gamin qu'il entendit des dents qui s'entrechoquaient. « En es-tu bien sûr ?» Ouais, ils sont partis dans votre voiture, monsieur Pratt. Le type conduisait. Il conduisait ma voiture. John Lapointe conduisait ma voiture avec Sally dedans. Ben, ce type,
répéta Sloppy avec un geste en direction de la photo sur le permis de conduire. Mais avant de monter, il l'a embrassé. Il l'a embrassé. Un calme soudain s'était emparé de Lester. Il l'a donc embrassé. Oh, et comment? Répondit Sloppy, dont le visage s'éclaira d'un grand sourire quelque peu grivois. D'un ton de voix doux et soyeux, extraordinairement différent de son timbre macho habituel, Lester demanda « Et elle lui a rendu son baiser ?»« Qu'est-ce que tu en penses, Sloppy ?» Le gamin roula des yeux jubilants. « Ben, je dirais que oui. Il se suçait vraiment la praline, monsieur Pratt. » Il se suçait la praline, répéta Lester, toujours du même ton suave, se disant que le gamin ne devait pas connaître toutes les variantes de cette expression. Wep. Il se suçait vraiment la praline. Lester était émerveillé par la suavité de son tout nouveau timbre de voix. Un peu mon neveu. Lester lâcha le bafouillou, comme l'appelaient ses quelques rares amis, et se redressa. La veine continuait à battre vigoureusement à son front. Il souriait, un sourire désagréable, qui exhibait ce qui paraissait être un nombre de dents considérablement supérieur à la normale. Ses yeux se réduisaient à 2 ouvertures triangulaires plissées, et ses cheveux en brosse semblaient pointer dans toutes les directions. « Monsieur Pratt, quelque chose qui cloche? » « Mais non, rien, » répondit Lester, de sa voix de soie toute neuve. Son sourire ne vacilla pas. « Rien que je ne puisse arranger, » ajouta-t-il. En esprit, il se voyait déjà refermant ses grandes paluches autour du cou de ce menteur de papiste, gagnant d'ours en peluche, voleur de filles, bouffeur de merde de français, bouffeur de grenouilles de John Lapointe. Ce trou du cul qui se prenait pour un homme, ce trou du cul qui avait apparemment tout appris à la fille que Lester aimait. Cette même fille qui n'aurait pas écarté les lèvres pour un empire lorsque Lester l'embrassait, qui lui avait même appris comment se sucer la praline. Il commencerait par s'occuper de John Lapointe, pas de problème. Cela fait, il irait parler à Sally. La trouver, en tout cas. Pas une chose au monde que je ne puisse arranger, répéta-t-il de sa voix suave, en se coulant derrière le volant de la Mustang. Le véhicule s'inclina sensiblement à gauche sous le poids des 100 kilos de muscles, d'os et de tendons du prof de gym. Il lança le moteur, donna quelques coups d'accélérateur, du style tigre en cage qu'on asticote, et démarra dans un hurlement de pneus. Le bafouillou, toussant et chassant la poussière de son visage d'un geste emphatique, partit chercher sa planche à roulettes. Complètement déchiré, l'encolure de son t-shirt pendait comme un collier en lambeaux sur les clavicules proéminentes du garçon. Il souriait. Il avait fait exactement ce que lui avait dit M. Gaunt, et tout avait marché comme sur des roulettes. Le prof de gym avait eu l'air plus fou furieux que tous les pensionnaires de Juniper Hill réunis. Il pouvait maintenant retourner chez lui et se perdre dans la contemplation de sa théière. « Si seulement je pouvais ne plus bégayer, » remarqua-t-il. Il monta sur sa planche et s'éloigna. Sheila eut beaucoup de mal à relier Alan à Henry Peyton, et crut même la ligne coupée un instant, tandis que Henry s'excitait à l'autre bout. À peine avait-elle réussi cette prouesse technologique que la ligne personnelle d'Alan se mettait à clignoter. Sheila posa la cigarette qu'elle avait été sur le point d'allumer et répondit. « Bureau du shérif de Castle Rock, j'écoute. »« Bonjour Sheila, je veux parler à Alan. »« Polly ?» Elle fronça les sourcils. Elle avait bien reconnu la voix, mais jamais elle n'avait entendu une telle intonation chez Polly Chalmers, froide, cassante, comme celle d'une secrétaire de direction dans une grande société. « C'est vous, Polly ?»« Oui, je veux parler à Alan. »« Bon sang, Polly, c'est impossible. Il est en communication avec Henry Peyton en ce moment. Mettez-moi en attente, je patienterai. » Sheila commença à se sentir froissée. « Eh bien, je veux bien, mais ce n'est pas si simple.
Alan est sur le terrain, pas dans son bureau. J'ai dû relayer l'appel de Henry. Si vous avez pu relayer celui d'Henry, vous devez pouvoir relayer le mien. Répondit froidement Polly. Non? Oui, mais je ne sais pas pour combien de temps. Ils peuvent bien parler jusqu'à ce que l'enfer gèle, je m'en fiche. Mettez-moi en attente et passez-moi Alan quand il en aura terminé avec Henry. Je ne vous le demanderai pas si ce n'était pas important. Vous le savez bien, n'est-ce pas, Sheila? Oui, Sheila le savait bien. Mais il y avait autre chose. Polly commençait à lui faire peur. Quelque chose ne va pas, Polly? Il y eut un long silence. Puis Polly répondit par une question. Avez-vous tapé un courrier pour le shérif Pangborn, adressé au département de l'aide sociale à l'enfance de San Francisco, Sheila? Ou vu une enveloppe portant cette adresse? Des lumières rouges, une flopée, s'allumèrent soudain dans l'esprit de la standardiste. Elle idolâtrait presque Alan Pangborn, et voici que Polly Chalmers semblait l'accuser de quelque chose. Elle ne comprenait pas de quoi exactement, mais elle avait parlé sur un ton qui ne trompait pas, absolument pas. « C'est une information que je ne peux donner à personne, » se rebiffa-t-elle, parlant à son tour d'un ton plus frais de 20 bons degrés. « Je suppose qu'il vaudrait mieux poser la question au shérif Pangborn, Polly. » Oui, je crois qu'il vaudrait mieux. Mettez-moi en attente et branchez-moi dès que possible, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui se passe, Polly? Vous êtes en colère contre Alan? Il faut que vous sachiez qu'il n'a jamais fait quoi que ce soit qui... Je ne sais plus rien. Si je vous ai posé une question déplacée, j'en suis désolé. Mettez-moi en attente et passez-le-moi dès qu'il aura fini. Ou faut-il que je me lance à sa recherche? Non, non, je vous le passerai. La standardiste se sentait étrangement troublée, comme si quelque chose de terrible venait de se passer. Beaucoup de femmes de Castle Rock avaient imaginé comme elle que Polly et Alan étaient tombés profondément amoureux l'un de l'autre, et comme la plupart de ces femmes, elle avait tendance à voir le couple dans un clair-obscur dramatique de contes de fées, où, à la fin, tout finirait par s'arranger. Où l'amour, à l'ultime moment, triompherait. Or, Polly paraissait plus qu'en colère. On aurait dit qu'elle souffrait. Mais il n'y avait pas que ça. Sheila avait perçu quelque chose qui frôlait la haine dans sa voix. « Bon, restez en ligne. Ça risque de durer longtemps, Polly. » Très bien. Merci, Sheila. De rien. Elle poussa le bouton d'attente et reprit sa cigarette. Elle l'alluma, inspira profondément, puis regarda rougeoyer le bout, perplexe, les sourcils froncés. « Alan ?» demanda Henry Peyton. « Vous êtes en ligne, Alan ?» Sa voix résonnait comme s'il avait parlé avec une caisse de biscuits salés vide sur la tête. « Oui, je suis là, Henry. »« Je viens d'avoir un appel du FBI. » reprit-il du fond de sa caisse. « Nous avons eu un coup de chance extraordinaire avec ces empreintes. » Alan sentit son pouce accélérer subitement. « Les partielles? Celles de la poignée de porte de Nettie ?»« Tout juste. Elles correspondent sur un certain nombre de points à celles d'un type de votre patelin, un récidiviste, menu larcin en 1977. Nous avons aussi ces empreintes datant du service militaire. » « Ne me laissez pas sur le grill. De qui s'agit-il ?»« Le nom du type est Hugh Albert Priest. »« Hugh Priest !» s'exclama Alan. Il n'aurait pas été davantage surpris si Peyton lui avait donné le nom du vice-président Quayle. D'après ce que savait Alan, les deux hommes avaient tout autant connu Nettie l'un que l'autre. Mais pourquoi aurait-il été tuer le chien de Nettie ou démolir les fenêtres des Jersiques ? « Je ne sais rien de ce gentleman, moi. » fit remarquer Henry. « Pourquoi ne pas aller le cueillir et le lui demander? Et pourquoi pas tout de suite, avant qu'il ne devienne trop nerveux et ne décide d'aller rendre visite à sa vieille tante du bout du monde, Dakota du Sud. » Bonne idée. Je vous rappelle plus tard, Henry. Merci. N'oubliez surtout pas de me tenir au courant, cher confrère. En principe, c'est mon affaire. Ouais, comptez sur moi. Il y eut un bruit métallique sec, et le récepteur d'Alan ne lui retransmit plus que le bourdonnement d'une ligne ouverte. Il se demanda fugitivement ce que la compagnie du téléphone penserait de leur bricolage, puis se baissa pour accrocher le micro. À cet instant, le bourdonnement fut interrompu par la voix de Sheila Brigham, une voix hésitante, ce qui n'était pas dans ses habitudes. « Shérif, j'ai Polly Chalmers en attente. Elle m'a demandé de vous relayer son appel dès que possible. Bien reçu ?» Alan cligna des yeux. « Polly ?» Il eut soudain peur. Peur comme lorsque le téléphone sonne à 3 heures du matin. Jamais Polly n'avait exigé d'être traitée ainsi jusqu'à ce jour. Et Alan aurait juré qu'elle ne l'aurait jamais demandé. Ça allait à l'encontre de sa conception d'un comportement correct. Et pour elle, un comportement correct était essentiel. « Qu'est-ce qui se passe, Sheila ? Vous l'a-t-elle dit ?»
À vous. Non, shérif, à vous. Non, évidemment non. Il s'en serait douté. Pauline n'était pas du genre à raconter ses petites histoires à tout le monde. Le seul fait qu'elle ait tenu à le joindre de cette manière était déjà une entorse assez surprenante, comme le prouvait la réaction d'Alan. Shérif? Passez-la moi, Sheila, à vous. Terminez pour moi, shérif. Debout au soleil, il sentait son cœur battre trop fort, trop vite. Ça ne lui plaisait pas. Nouveau clink, suivi de la voix de Sheila, distante, à peine audible. Allez-y, Polly, vous devriez être branché. Alan? La voix était si forte qu'il eut un mouvement de recul. C'était celle d'une géante en colère. En un seul mot, il l'avait compris. « Je suis là, Polly, qu'est-ce qui se passe ?» Un instant, il n'y eut qu'un silence bourdonnant, tout au fond duquel on percevait à peine d'autres voix sur d'autres lignes. Il eut le temps de se demander si la communication n'avait pas été coupée. Il l'espéra presque. « Je sais qu'on est sur une ligne ouverte, Alan, dit-elle. mais tu vas tout de suite comprendre de quoi je veux parler. Comment as-tu pu faire ça? Comment? » L'impression de quelque chose de familier depuis que Sheila l'avait rappelé n'avait cessé de croître. Brusquement, il sut ce que c'était. Comme dans l'un des cauchemars qu'il avait fait après la mort de Todd et Danny. Les cauchemars dans lesquels il se tenait sur le bord de la route et les regardait passer dans le scout. Il roulait vers la mort, il le savait, mais ne pouvait rien y faire. Il essayait d'agiter les bras, mais ils étaient trop pesants. Il essayait de crier, mais avait oublié comment on ouvrait la bouche. Il passait devant lui comme s'il était invisible. Et c'était encore ce qui se passait aujourd'hui. Pour une raison mystérieuse, il était devenu invisible pour Polly. « Annie !» Avec horreur, il se rendit compte de l'erreur de nom qu'il venait de commettre et battit en retraite. « Polly, je ne sais pas de quoi tu veux parler, mais je... » « Si, tu le sais !» explosa-t-elle brutalement. « Ne me dis pas que tu l'ignores. Pourquoi ne pas attendre que j'en parle, Alan? Et si tu ne pouvais pas attendre, pourquoi ne pas me poser la question? Quel besoin de faire les choses derrière mon dos? Mais quel besoin ?» Il ferma les yeux pour essayer de mettre de l'ordre dans ses pensées éparses, cavalant en tous sens. Mais sans y parvenir. Au lieu de cela, une image hideuse se présenta à lui. Mike Horton, journaliste au Journal Register de Norway, penché sur l'appareil avec lequel son canard captait la fréquence de la police, prenant furieusement des notes de son écriture bourrée d'abréviations. « Je te dis que je ne sais absolument pas à quoi tu fais allusion, mais tu as tout faux. Retrouvons-nous et parlons. » « Non, je ne crois pas pouvoir supporter de te voir, Alan. » « Si, tu le pourras. Et tu vas le faire. Je serai... » C'est à cet instant que la voix de Henry Payton se fit entendre dans sa tête. « Et pourquoi pas tout de suite, avant qu'il ne devienne trop nerveux et ne décide d'aller rendre visite à sa vieille tante du bout du monde, Dakota du Sud. »« Tu seras quoi ?» demanda-t-elle. « Tu seras quoi ?»« Je viens juste de me souvenir de quelque chose, répondit-il lentement. Ah, vraiment? Est-ce que par hasard, ce ne serait pas une lettre que tu aurais écrite au début du mois de septembre, Alan, à San Francisco? » Je ne sais toujours pas de quoi tu veux parler, Polly. Je ne peux pas venir maintenant parce qu'il y a du nouveau dans l'autre affaire, mais plus tard. Elle lui coupa la parole par quelques mots hachés de sanglots, qui auraient dû la rendre difficile à suivre. Il y parvint néanmoins. « Mais... tu ne comprends pas, Alan! Il n'y aura pas de plus tard! C'est fini! Tu... Polly, je t'en prie. Non! Fiche-moi la paix! Je ne veux plus te revoir, espèce d'ignoble fouineur, de sale fouille-merde! » Clink. Il n'y eut plus que le bourdonnement de la ligne ouverte. Il regarda autour de lui, et ses yeux parcoururent le carrefour, comme s'il se demandait où il se trouvait, et comment il y était arrivé. Il avait cette expression lointaine et légèrement intriguée d'un boxeur dans l'instant qui précède le moment où ses genoux vont se dérober sous lui, et où il va s'allonger sur le ring pour le compte. Qu'est-ce qu'il s'était passé? Comment était-ce arrivé aussi rapidement? Il n'en avait pas la moindre idée. Toute la ville paraissait prise d'une sorte de folie depuis une semaine. Et voici que la contagion venait de gagner Polly. Clink. Shérif? Au ton de Sheila, Alan comprit qu'elle avait suivi au moins une partie de sa conversation avec Polly. Alan, vous êtes là? Répondez.
Il éprouva un besoin presque irrépressible d'arracher le micro et de le jeter dans les buissons, de l'autre côté du trottoir, puis de sauter derrière le volant et de partir n'importe où. Arrêter de penser à tout ça et rouler dans le soleil. Au lieu de cela, il rassembla toute son énergie et s'obligea à penser à Hugh Priest. C'était cela qu'il devait faire, car tout semblait indiquer maintenant que l'homme était à l'origine du double assassinat. C'était de Hugh qu'il fallait tout de suite s'occuper, pas de Polly. Ce raisonnement, se rendit-il compte, le soulageait beaucoup. Il appuya sur le bouton d'émission. « Je suis ici, Sheila. À vous. » « Je crois que j'ai perdu le relais avec Polly, Alan. Je n'avais pas l'intention d'écouter, mais... » « Ça va, Sheila. On avait terminé. » Il y avait quelque chose d'horrible à employer cette expression, mais il refusa de s'y attarder. « Qui est sur place en ce moment? À vous. »« John !» répondit Sheila, manifestement soulagée du tour que prenait la conversation. « Clutt est en patrouille quelque part du côté de Castleview, d'après son dernier contact. » Très bien. Le visage de Polly, déformé par une expression de colère sans précédent, essaya de monter jusqu'à la surface de son esprit. Il le repoussa et se concentra de nouveau sur Hugh Priest. Pendant une affreuse seconde, il ne vit aucun trait, rien qu'un vide terrible. « Alan, vous êtes là? À vous. » Oui, un peu. Appelez Clutt et dites-lui de se rendre au domicile de Hugh Priest, au bout de la route de Castle Hill. Il doit savoir où ça se trouve. Je suppose que Hugh est au travail, mais si jamais il a pris sa journée, qu'il nous le ramène pour interrogatoire. Bien compris, Alan. Dites-lui aussi de procéder avec la plus extrême prudence. Qu'on a des questions à poser à Hugh à propos de la mort de Nettie Cobb et de Wilma Jerzik. Il comprendra la suite. À vous. Oh! Dit Sheila, à la fois inquiète et excitée. Bien compris, shérif. Je me rends au garage municipal. Je pense y trouver Priest. Terminé pour moi. En raccrochant le micro, il avait l'impression de le tenir depuis des siècles. Il se dit que s'il avait expliqué à Polly ce qu'il venait juste de dire à Sheila, la situation qu'il avait sur les bras serait peut-être moins catastrophique. Ou non. Comment l'affirmer alors qu'il ignorait justement tout de cette situation? Polly l'avait accusé de fouiner, de fouiller la merde. Voilà qui couvrait un vaste territoire dépourvu de tout repère. En outre, demander à la standardiste d'organiser une arrestation faisait partie de son travail. De même que d'avertir les adjoints que l'homme qu'il recherchait pouvait être dangereux. Donner la même information à sa petite amie par radio était tout autre chose. Il avait agi correctement, et il le savait. Considération qui n'atténuait cependant pas sa douleur, et il dut faire un nouvel effort pour se concentrer sur la tâche qui l'attendait. Retrouver Hugh Priest, le ramener au poste de police, lui trouver un foutu avocat s'il en voulait un, et lui demander ce qui lui avait pris de trucider Ryder, le chien de Nettie Cobb, avec un tire-bouchon. Mais à peine avait-il lancé le moteur et quitté le trottoir que le visage de Polly s'imposait dans sa tête, à la place de celui de Hugh Priest.